sad to think. Yo 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 yo, mic check, mic check, mic check tout le monde. What's up tout le monde. Salut, salut les gens de Twitch et les gens de YouTube. Salut à vous tous la famille, salut, salut les gars. Lord, écroche pas mon nom, il se lit Diabeille. Diabeille, tu commences bien toi, t'es chaud Michael. Mais salut à vous tous les gars, joyeux vendredi soir. What's up tout le monde. Yo, les gens de YouTube et les gens de Twitch. 5e journée de suite, on est vendredi. J'espère que vous passez un merveilleux vendredi soir la famille. Demain c'est le week-end, le commencement du week-end. Donc je vous souhaite un merveilleux week-end maintenant. Et voilà, quoi d'autre à dire? Chaque jour je suis avec vous. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Je ne vais pas commencer à blablabla encore. 40 personnes avec moi ce soir sur YouTube. Et combien de personnes sur Twitch? Laissez-moi voir ça. On parle de 16 personnes sur Twitch. Donc Twitch, Yousra, salut à toi. Légendinho, salut à toi. Quentin, Géronimo, salut à toi. Qui d'autre encore? Bah, il y a juste vous. Et Doomams78, salut mon gars. Et sinon, les gens de YouTube, Dragon Vert, yo 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 yo, Mitsu, Michael. Je vais t'appeler que Michael, that's it. SA, Jimmy Poulain, Pierre, BioLive, Jimmy Bex, DA. Crypto Jazz, Younes Shaibi, GEFDC, Snoop VGN, Malik, El Calibré, Hassan Zen, Soleil Soleil, CLK, Amin Sah, To The Moon, Ginny Future, Dolion, CLK, le Chatox, merci pour le suivi frérot, très gentil de ta part, merci, merci, merci. Quoi d'autre, qui d'autre encore? Laurent DGE, Alpha, Quentin Géronimo encore une fois, Willy Muscat, salut à vous tous les gars, 46 personnes sur YouTube, donc un autre stream encore, donc on va... Vraiment, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, vraiment, parce que tout à l'heure, on a une vidéo, vraiment une vidéo qui a rapport avec le Bretton Woods. Elle est nouvelle et c'est une vidéo de 1h30. En tout cas, ça parle de CBDC, ça parle de vraiment des trucs que vous aimez vraiment. Et je n'ai pas encore regardé la vidéo, je sais que je dois la regarder, mais je vais la regarder avec vous, tu vois, en live. Elle dure 1h30 et ça vient de... Comment il s'appelle? Jim Records. Ouais, c'est ça, Jim Records. C'est un monsieur, un gros... C'est un fou monsieur, tu vois. Donc ça va parler de CBDC, ça va parler de contrôle, ça va parler de plein de trucs que vous aimez vraiment, tu vois. Donc si vous voulez rester, bah, vous restez avec moi pour passer un merveilleux vendredi soir en finissant avec cette belle vidéo que je vous prépare à la fin. Sinon, ce soir, vous connaissez le game, toujours, il y a le concours de NFT. Je ne sais pas si on va le faire ce soir, ça dépend de Dolion. Je vais attendre qu'est-ce qu'il va me dire dans les commentaires. Mais parce que j'attends d'abord qu'il envoie les messages. Quels messages? D'abord qu'il envoie les NFT qu'il doit envoyer et tout et tout. J'ai pas envie de le, tu vois, de le remplir. Sinon il y aura des erreurs et tout et tout et tout, du va-et-vient. Donc d'abord je dis à tout le monde d'envoyer leur adresse Ethereum. Les gens qui ont gagné hier. Il manque encore des personnes. Donc envoyez-moi vos adresses Ethereum sur Twitter, n'oubliez pas. Sinon, ça dépend de Dolion. Comme ça, il n'y a plus de son. Il y a du son ou pas? Mic check, mic check. Il y a du son? Ouais, il y a du son. Ben non, bah oui, il y a du son. Bah oui, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de son, plus de son. Non, il y a du son, frérot. Yeah. Donc, tout dépend de Dolion. On va voir si vraiment on va faire le concours ou pas. Donc, yes, la famille. On commence parce qu'on a vraiment une vidéo, j'ai vraiment envie de la regarder, donc je ne vais pas trop perdre votre temps. Ici on voit Decent, d'abord je vais commencer avec le Decent Biometric Wallet, je vais vous mettre le lien sur le chat, YouTube et Twitch, vous économisez 30 $, ok? Donc c'est une façon de me supporter et bien sûr toi tu économises et je te conseille fortement d'acheter un cold wallet. Et le Decent il est très facile à utiliser, ok? Donc sinon pour le groupe Discord, venez dans le groupe Discord, je vous invite à venir dans le groupe Discord, je vous invite à faire partie de notre famille qui n'arrête pas de grandir, magnifique famille. Donc venez dans le Discord, vous allez adorer, ok? Donc voilà, pour la millième fois. Et je vais continuer à le dire, ok? C'est pour vous. Sinon ça va être lui que... Bah, c'est le même qu'hier, mais il y a des logos différents ici, tu vois. Des logos différents et le truc, il a une veste rouge, tu vois. Donc, c'est la même chose, mais vu qu'il n'y a pas énormément de choix
dans la liste de NFT que j'ai à donner comme ça gratuitement, voilà, il reste pas beaucoup, tu vois. Donc lui, c'est lui qu'on va donner ce soir. Si Dolian, il est prêt ou s'il a envie, etc., etc., on pourra le faire ce soir. Sinon, ça va être lundi. Ça va lui donner le temps, ça va lui donner le temps, ça va lui donner un peu de temps le week-end pour envoyer ce qu'il a envoyé concernant les giveaways précédents. Et peut-être lundi, on pourra le faire de la bonne façon, tu vois. Sinon, s'il est prêt, ben, on va le faire ce soir. 20 gagnants, 20 NFT, ok. Donc, je vais pas lancer le tweet live, ok. Ça va être ça va être lui le tweet. Mais, Lord, c'est quoi Lord? T'es d'accord? T'es chaud de Lyon ou quoi? T'es chaud? Ok, je fais, ok, pas de problème. Bah alors ça va être ça le lien, ça va être ça le tweet les gars. Ok, alors donnez de la force à Dolian et donnez de la force à l'artiste des deux NFT en fait. Le NFT d'hier et le NFT que vous allez gagner aujourd'hui. Donnez-leur de la force, donnez-leur un follow, ok? Donc je vais tweeter ça et, je vais prendre le lien. Ok. On fait ça comme ça. Copier le lien. Donc, vous savez, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la cassette. À la fin du stream, je tire les gagnants. Ok. Donc, le lien, il est sur le chat. Faut liker, retweeter et commenter. Les trois. Liker, retweeter, commenter et donner de la force à Dolian et bien sûr l'artiste derrière ce NFT. Ok la famille? Donc faites ce qu'il faut et on se voit concernant ce truc à la fin du stream. Yes, go! On commence. Bah, je vois personne encore là les gars. What's up? Vous voulez jouer ou vous voulez pas jouer? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas le délire. Ah ouais, c'est bon. Je vois 2 likes. Ok. C'est pas très tôt mais bon. Ah ouais. Ok, c'est bon parce que c'est trop rapide. Twitter prend du temps à calculer les trucs. Ok, c'est bon, good. Sinon les gars, n'oubliez pas, si je touche le 10 000 followers ici sur Twitter, n'oubliez pas, si je touche le 10 000 followers sur Twitter, je fais un giveaway de 2 NFT Lord Mansion Club. Vous savez c'est quoi les privilèges d'avoir un NFT Lord Mansion Club. Donc je ne vais pas répéter pour perdre du temps. Donc faites ce qu'il faut. Si je vois le 10 000, je lance le giveaway. Ok? Bon. Maintenant, premier truc. Et vous connaissez l'histoire, on commence avec ce qui se passe dans le monde. La Fed prévoit encore au moins 5 autres hausses de taux en 2022. Damn, 5 autres hausses de taux en 2022. Quand? Je ne sais pas, mais là, c'est trop tight. Là, on parle de septembre déjà, il y a 21. Il y a eu combien de taux d'intérêt, de montée de taux d'intérêt? Il y a eu juillet, il y a eu mai, il y a eu mars, si je ne me trompe pas. Ok? Donc, il y a eu 3 déjà, 4, septembre, la 5e, peut-être en décembre, peut-être en novembre. C'est ça, donc on va voir comment ça va se passer. Les décideurs politiques n'ont laissé aucun doute sur le fait qu'ils continueront à resserrer la politique monétaire jusqu'à ce que les pressions sur les prix soient complètement rompues. Bulls, malheureusement, quelque chose doit casser. Ce quelque chose, c'est toi. Donc les Bulls, c'est ça, genre comme quoi les gens de voilà, les gens Moon Boys, les Moon Boys, ils ont beau à s'exciter. Et c'est vrai, les prix n'arrêtent pas d'augmenter malgré le fait qu'on a une inflation qui baisse de 0,2%. Ça ne veut absolument rien dire. Et là, les gars, sérieusement, avec cette charte-là, c'est ce qu'on dit toujours et c'est ce qu'on dit depuis un moment. L'inévitable s'en vient, c'est juste une question de temps. Ok? Ici, on voit ici les conditions financières ne s'assouplissent qu'aux États-Unis. La crise de l'énergie est nettement pire en Europe. Waouh! Donc, il y a une crise d'énergie en Europe. Ici, on voit inflation alimentaire, augmentation la plus rapide depuis 1974 en juillet. Aucun signe de ralentissement. Donc, tu vois, plus on avance, plus les prix de la bouffe augmentent. Va voir les chartes du jus d'orange et de l'orange. Quel jus d'orange? Qu'est-ce que j'ai dit? De l'orange et tout. C'est incroyable. Ils sont en train de se préparer pour exploser encore plus. Ici, on voit volume dans l'ensemble. Le marché monte sur du vent, tu vois. Donc, le marché, il est en train de pomper. Mais regardez-moi le volume, comment il est en train de baisser, tu vois. Donc, le volume, c'est le truc bleu. Et le price action, c'est la charte blanche. Vous le voyez, les lignes blanches. Donc, ici, on voit clairement qu'il n'y a aucun volume pour supporter tout ce pompe. Donc, c'est pour ça que ça s'en vient. C'est inévitable. Quand? I don't know. Mais là, on voit... Comme aujourd'hui, hier, il y avait des mauvais signaux, mais quand même, aujourd'hui, ça continue à pomper. Moi, je vous ai dit hier sur mon stream, etc., que
d'après ce que je vois, le Dow Jones pourrait monter encore plus pour toucher le 200 Moving Average. Je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, je l'ai dit avant-avant-hier, je l'ai dit pendant le début de la semaine. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas « Oh man, c'est fini, on est bullish, on va casser, c'est des nouveaux highs ». Ça, c'est des choses qui sont normales. Donc, je vois peut-être, si ça continue, là, il reste combien de temps pour... Laisse-moi revenir sur les charts. Il reste combien de temps 6,93, c'est en train de pomper encore. Il reste combien de temps? Il reste 5 minutes 31 pour... Non, pour le daily. Il reste combien de temps? Il reste 50 minutes 25. Donc, tu vois, le 200 Moving Average, il est où? Donc, ça ne m'étonnerait pas, voilà, de voir... Ben, je pense qu'il va fermer comme ça. Hein. Il ferme comme ça. Et là, lundi, on voit une ouverture, boum, qui nous monte directement vers le 200 Moving Average. Et on pourrait même toucher la ligne noire. Parce que si on recule en arrière... On voit vraiment, c'est un trendline qui dure depuis très longtemps. Tu vois le sommet ici, le sommet là. Donc, on pourrait prévoir, et moi je pense qu'il est vraiment déterminé à le faire. C'est vraiment cette zone qui coïncide avec le 200 Moving Average et le trendline noir que vous voyez. Donc, moi je pense que ça va être le top ici. Je pensais que hier, ça allait être le top avec le shooting star et tout. Mais ils sont tellement chauds à faire et à continuer à faire pomper le market. Même si tu vois des bad signs, ça ne veut absolument rien dire. Le marché, il veut continuer à aller encore vers le haut, ok? Donc, mais là, n'oubliez pas que là, ça va fermer. Hein. Donc, la semaine ferme et le dollar ferme, le Dow Jones ferme, le stock market ferme. Donc, il reste que la crypto. La crypto, il n'y a rien qui va la drive, il n'y a rien qui va la pousser à dumper ou pomper. Donc, est-ce que Bitcoin va pomper à lui tout seul? I don't know. Donc, on pourrait voir un week-end quand même cool, tu vois. Donc, comme quoi la crypto qui continuera à pomper, peut-être toucher le 25 000 pour BTC, peut-être toucher le 25 500 pour BTC, peut-être même toucher, je sais pas moi, 41, 42, 45 pour XRP, ça pourrait arriver pendant le week-end. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a connu les autres week-ends? Ça reste à la même place parce qu'il n'y a pas de liquidité, c'est zéro, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, ça ne m'étonnerait pas encore une fois que la semaine prochaine, on ouvre et ça continue de pomper, ok? C'est pour ça que moi, je pense que ça va être ici l'arrêt de stop, la destination, le terminus. Et voilà. Donc, je sais, j'ai sauté directement aux analyses techniques, mais ce qu'on dit ici, bien sûr, ça te fait sauter aux analyses techniques, tu n'as pas le choix. Donc, bon. On a parlé de la bouffe, c'est ça. Donc, il parle de qui? Il parle de S&P 500 ou Dow Jones? Déjà, j'ai totalement oublié. Le S&P 500, lui, il parle. Ouais, same shit. Donc, c'est une question de temps. Ici, on voit le développeur de Tornado Cash. Non, ça, c'est... Putain, ça, c'est pour la crypto. Pourquoi je l'ai mis là? Je vais le mettre là. Ok. Quoi d'autre encore? Ici, on voit les coûts d'acheminement du diesel par barge en Allemagne explosent en raison des faibles niveaux d'eau du Rhin. Ou du Rhin, au Rhin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, les coûts d'acheminement du diesel en Allemagne ont explosé. L'Allemagne, c'est la merde. C'est la merde de chez la merde. Bonjour, à partir de l'Allemagne où les anticipations d'inflation ont recommencé à augmenter en raison de la crise énergétique imminente. Les anticipations d'inflation à 10 ans dérivées des obligations indexées sur l'inflation ont augmenté de 2,34%. C'est chaud, c'est chaud. Les soldes nets des crédits à la consommation augmentent à des taux records. Les consommateurs choisissant la violence plutôt que de réduire leurs dépenses face à l'inflation. Vous souvenez-vous du problème de la surabondance d'épargne? Pas plus l'argent liquide de l'hélicoptère. Covid a appris aux gens à dépenser à nouveau. Et c'est addictif. L'hiver arrive. Et ça, c'est une très très belle réflexion. Les gens sont rendus... sont pas rendus. Ça, c'est des choses qu'on sait depuis toujours. Les gens sont addicts à leur lifestyle. Ils doivent dépenser, ils doivent continuer à garder son lifestyle, ils doivent vivre. S'il peut pas, s'il n'a pas ses petits caprices et tout, il déprime, il n'est pas bien. Malheureusement, c'est la majorité des gens et on est tous comme ça. Et maintenant, avec le temps de Covid, c'est vrai, le fait qu'on a eu des stimulus et tout, on n'a rien à faire, on dépense. Ben voilà, on a une continuité de ce truc-là. Et vous le voyez maintenant cette année, l'inflation extrême et tout, et on a des records dans le tourisme. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On avance ici, on voit président de la Banque centrale du Brésil. Les cartes de crédit cesseront bientôt d'exister en raison de la croissance du système financier ouvert. Donc les cartes de crédit cesseront bientôt d'exister d'après le président de la Banque centrale du Brésil. Oh, yeah. Malcolm X, merci pour le suivi frérot, très gentil de ta part, merci.
76 personnes avec nous sur YouTube et 17 personnes avec nous sur Twitch. Yo, c'est à quelle heure le giveaway de 1 Ethereum? Hein? Toi, t'es tombé sur ta tête, frérot. 1 Ethereum? Et, moi j'aimerais bien, quelqu'un me fasse un giveaway pour que moi, je gagne le 1 Ethereum. Moi, j'ai besoin de 1 Ethereum. Non, frérot, il n'y a pas de giveaway de 1 Ethereum. Donc, président de la Banque centrale du Brésil. Ici, on voit de nombreux jeunes verrouillent des loyers et des hypothèques records à des prix immobiliers records avant la dépression économique mondiale. Ceux d'entre nous qui avertissent à ce sujet sont les méchants. Loyer IPC, regarde-moi le loyer, comment il est monté d'une flèche incroyable. Donc là, ça parle de nombreux jeunes verrouillent des loyers et des hypothèques records à des prix immobiliers records avant la dépression économique mondiale. La dépression, chose que je dis qui va arriver, c'est inévitable. Quand, moi, vous connaissez mon scénario, le quand c'est vers la fin de l'année. Quelle la fin de l'année? Qu'est-ce que je dis? 2024, 2025, ces alentours-là. Ok? Donc, faut être prêt, c'est ce que je dis toujours. Ici, on voit la Russie qui baisse un tout petit peu. On voit la guerre de Poutine renvoie l'économie russe à 2018 en un seul trimestre. Donc, le PIB a diminué de 4% en rythme annuel au dernier trimestre. Première baisse en plus d'un an. Chute post-invasion, plus douce que la première prévision, peut durer plus longtemps. Ok? Bon, ici on voit aussi la seule raison de ce rallye à court terme, donc c'est pour ça que maintenant je vais sauter directement aux analyses techniques. La seule raison de ce rallye à court terme est simplement atténuer les pressions inflationnistes. Donc, on atténue les pressions inflationnistes. On fait pomper le market un tout petit peu pour faire baisser l'inflation un tout petit peu. Donc, c'est tout un mécanisme qu'ils font. C'est pour ça que ce rallye il est en train de se faire. Et c'est vrai, c'est la raison. Alors que les prix de l'essence a chuté par rapport au sommet. D'où une baisse de l'inflation des consommateurs. Tu vois? Donc, c'était déjà un indicateur. Moi, je suis en train d'apprendre encore et encore. Donc, ça, le fait que l'essence a baissé, ça devait te donner une idée comme quoi, hey, l'inflation pourrait baisser. Et c'est pour ça que l'inflation des consommateurs a baissé, parce que le prix de l'essence a chuté. Et en même temps, ce rallye, ce qui se passe en même temps, n'oubliez pas que la crypto fait que suivre. Donc, je ne parle pas du rallye de la crypto, je te parle du rallye du Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq. C'est pour faire monter les choses et baisser l'inflation. Ok? Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Ici, on voit XRP, c'est en train de pomper un tout petit peu. On parle de 37 sous 53, une baisse de 1,07%, toujours en dollars américains. Market cap, 18 milliards, une baisse de 1,07%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 930 milliards, une baisse de 14,52%. Et le circulating supply, 49 milliards, 140 millions de XRP en circulation. La crypto, 20 555, market cap, 1 trilliard, 152 milliards. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 63 milliards. Et la BTC Dominance, 40,1%. Donc, Fear and Greed Index, il est revenu à 42. Donc, 41, 42, 1 point de différence. Ici, on voit les transactions cryptographiques. Les holders ont abandonné. Donc, il y a moins de transactions cryptographiques qui se font en ce moment. Est-ce que ça veut dire que les gens hold? Je pense que oui, les gens hold. Donc, pourquoi faire des transactions? Mais en même temps, ça veut dire aussi peut-être que voilà... non, moi je pense que c'est pas parce que les gens abandonnent, c'est parce que les gens hold. Voilà, that's it. Moi je pense que les gens ils hold et ils n'ont pas leur token dans leur exchange, etc. Donc c'est normal que quand tu te bases sur les exchanges, Bitstamp, Gemini, FTX, Coinbase, normal qu'il n'y a pas trop d'activité, surtout dans ces moments-là. Et en même temps, bien sûr, il y a des gens qui ont abandonné, c'est sûr. Ici, on voit le développeur de Tornado Cash a été arrêté. Alors, les développeurs d'OpenSea sont les prochains à cause du blanchiment d'argent via les NFT. Eh ouais, vous vous rappelez, on a eu une vague de NFT pendant début de l'année 2022, fin de l'année 2021. C'était incroyable, les gens faisaient des millions de dollars avec des NFT, ils achetaient eux-mêmes leurs propres NFT, blablabla. Vous connaissez le délire. Donc ils faisaient énormément de blanchiment d'argent. Donc les gros NFT marketplace, crois-moi, là il y a énormément de blanchiment d'argent qui est passé sur eux. Donc Tornado Cash sur Ethereum, OpenSea, on ne sait jamais.
Donc, c'est une belle réflexion ici, des précédents dangereux que nous créons ici. Donc, OpenSea, tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas eu de blanchiment d'argent qui est passé dessus, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que OpenSea est là-dedans, genre, ouais, on est d'accord, on est aware, on continue à le faire, on est vraiment conscient, ou, bah écoute, nous, on ne peut pas gérer tout le monde, hein, s'ils l'ont fait, ils l'ont fait. Donc, on va voir comment ça va se passer. Ici, on voit, les gens appellent un nouveau marché haussier. Alors que le coût de refinancement des entreprises reste inchangé. Les gens disent que les obligations ont raison. Alors que se passe-t-il ici? Tu vois, donc ici aussi, c'est vrai, ils disent, ouais, le marché il est haussier, on va partir, on va partir, on va partir. Je parle de tous les marchés. Mais pour de vrai, quand tu vois ici, qu'est-ce que ça fait? Ça fait absolument rien. Et clairement, ici, on est sur une résistance, sur un niveau clé très, très, très sérieux. Est-ce que ça va break vers le haut, vers le bas? Ça devient de plus en plus voilà, weak et faible pour que ça aille encore vers le nord, tu vois. Donc là, maintenant, on est juste au top, 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 top du top. Donc ça prend juste, s'ils peuvent l'allonger encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois sur les analyses techniques, ils peuvent l'allonger, continuer à l'allonger un tout petit peu. Une autre semaine peut-être, 2 semaines peut-être, jusqu'à la fin du mois d'août, I don't know. Et boum, c'est l'inévitable, ça s'en vient, ça s'en vient. Donc les gens du 28K, moi je sais que je les niaise sur Twitter et même sur le Discord, des fois je taquine quelques personnes mais en leur disant 28K. Je suis pas en train de le nier, ça peut arriver, mais en même temps, c'est comme un match de foot. Non, ça va pas venir, ouais, ça va venir. Tu sais, on se bat, mais si ça vient, aucun problème, parce que c'est dans la route, là, il n'y a aucun problème. C'est logique, ça monte vers ce niveau-là et ça descend. C'est pas illogique, ok? Mais maintenant, est-ce que c'est 60%, 70%, 80%? C'est 50-50 là où on est. Ça peut vraiment te faire croire maintenant que ça pompe et la semaine prochaine, boum, ça commence rouge, tu vois. C'est vraiment difficile là où on est en ce moment. C'est très, très, très difficile. Ok, ça, je l'avoue, c'est la vérité. Donc là, maintenant, on va rentrer dans les analyses techniques. Et voilà, on est déjà à 3710. Tu vois, c'est en train de pomper ici. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, exactement, on a les deux lignes ici. Le 13 septembre 2022, c'est les prochains chiffres de la CPI. Et on a le 21 septembre, c'est le prochain meeting de la Fed. Donc là, maintenant, ils peuvent faire pomper le truc jusqu'à avant... jusqu'à, je sais pas moi, juste une semaine avant le 13 septembre, 2 semaines avant le 13 septembre, I don't know, là on est sur le daily, tu vois, donc il reste pas beaucoup de temps, mais ils peuvent continuer à le faire monter et après il redescend, ou bien il monte ici, il redescend là, donc vous connaissez les scénarios, s'il y a deux choix, ça monte ou ça baisse, après quel comportement ça va prendre, I don't know, mais d'après les événements extérieurs, etc., impossible, et je le dis, je suis prêt à parier, Dow Jones, S&P 500 et tout, ils vont pas faire un nouveau higher high. Parce que s'ils font un higher high comparé à ce high-là, c'est mort. Là, tu vas me dire, ouais, mais ils ont fait un higher high ici. Oui, je comprends. Mais c'est eux les tops. C'est eux les gros sommets. Lui, c'est un sommet, oui, sérieux. Il a cassé. Ça, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Mais ça, c'est les gros sommets que tu dois prendre en considération. C'est les gros pics. Donc, les gros pics, tu vois clairement quand tu traces une trendline, tu vois ici clairement que ça pourrait être une zone très, 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 très sérieuse où on pourrait vivre le dump. Ok? Donc là, la vérité, aujourd'hui, ce vendredi, il a bien fermé la semaine. Et c'est normal. Ils font pas toujours ça, mais historiquement, ils finissent toujours la semaine avec un profit ou dans le vert, tu vois. C'est normal. Ils veulent finir la semaine, ils veulent prendre leur profit pendant le week-end, avant le week-end, tu vois. Donc, mais ça pompe, tu vois. Donc là, pour moi, encore une fois, je reste toujours ferme et encore plus confiant que jamais que les choses vont chuter très, 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 très bientôt. Ok? Donc, j'ai rien d'autre à vous montrer parce qu'hier encore, j'ai parlé de ça. Le Rising Wedge, il est encore valable. Très, très, très valable. Quoi d'autre encore? Un high, un lower high, tu vois? C'est pas encore fini. Comme je t'ai dit, lundi, ça pourrait ouvrir avec un vert. Boum! Ok? Comme ça. Et là, ça fait un fake out. Ça, c'est vraiment, il faut suivre comment les choses vont se faire la semaine prochaine. Ça, c'est pour le stock market, le Dow Jones. Maintenant, on va aller voir le dollar, le boss. Le dollar, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Hier, on a dit, oh, quand même, comme un style de pin bar qui se formait ici hier. Vous vous rappelez? Oh yeah. La gougoune, merci pour le suivi, frérot. Très gentil de ta part. Là, ici, on voit comme un genre de pin bar. Hier, c'était beaucoup plus... C'était vraiment une pin bar hier, mais ça a fermé, voilà, d'une façon quand même, je sais pas, comme un, si tu veux,
voilà, comme un pin bar. On va la prendre comme une pin bar pour de vrai, tu vois. Et on voit une mèche ici, une mèche ici. Oui, malheureusement, il n'a pas fermé en dessus du 0.5 Fibo level. Pourquoi je parle de cette ligne-là? C'est parce que quand tu prends le low ici et le high ici, tu traces un Fibo, ça te donne le 50% retracement. Donc, ça veut dire que d'ici à ici, il a fait 50% de correction. Mais là, on voit clairement comme une mèche, et là, oui, il a fermé en dessous, mais le lendemain, boum, regarde comment il nous donne, comme si, je ne suis pas en train de dire que c'est confirmé, le dollar va pomper, mais c'est comme s'il nous dit, hey, je suis vivant et je m'en viens. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça ne veut absolument rien dire. On est encore sur ce falling wedge, mais ce falling wedge, c'est bullish. Normalement, c'est bullish. Donc, c'est juste une question de temps pour qu'il break vers le haut. Et là, je vais vous montrer un petit truc. Regardez-moi le dollar, comment il chute, et regardez-moi le Dow Jones, comment il monte. Tu vois comment c'est relié? Le moment où le dollar, il va dire « Ok, that's my turn, bitch », le Dow Jones va dire « Ciao, that's it, that's it, that's all ». Donc maintenant, c'est juste que le dollar doit dire « Ok, ok, ça suffit, ça suffit, ça suffit, let's go ». Tu vois? Donc c'est ce qu'on attend. Et je pense que ça s'en vient. Surtout ces dates-là, moi je pense qu'ils vont être très 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 critiques pour le dollar. Surtout que le dollar il est en train de chuter, plus ça s'approche, plus ça chute. Donc moi je pense que ici dans cette zone-là, ça pourrait être une zone de valeur pour le dollar pour que boum, il reprend son truc. Ou peut-être à partir de là, tu vois. Donc on va voir comment ça va se passer. C'est pour ça, moi je vous dis, l'inévitable s'en vient. Il faut juste patienter. Oui, ça prend plus de temps. Oui, il y a trop de doutes, trop de confusion, trop de blablabla. Bla, 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 bla. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la crypto suit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la crypto. La crypto, elle suit. OK? Donc, la crypto, comme je vous dis, sur le court terme, court terme, demain, après-demain, lundi, mardi, semaine prochaine, on pourrait toucher votre 25 000, 26 000, 28 000. Ça, on pourrait. Comme pour XRP, plein de monde se concentre sur XRP, on pourrait toucher le 43, 44, 45. Tout dépend de sa charte. On pourrait. OK? Donc, voilà. Mais l'inévitable s'en vient, malgré le fait qu'on touche ce target. Ok, je le dis, je le répète à chaque fois parce que les gens ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Et les holders, vous n'avez aucun rapport. Vous n'avez aucun rapport. Ça monte à 28 000. Toi, tu fais quoi dans ta vie? Est-ce que ta vie change? Ta vie ne change pas. Toi, tu es là avec ton bac de XRP ou avec ton bac de je sais pas quoi. Tu attends des gros chiffres. Ces gros chiffres-là ne vont pas venir live. Donc, pourquoi s'exciter? Ah ouais, je veux le 28K. Ouais, je veux le 30. Bro, tu trades? Est-ce que tu es sur en long? Tu es un short? Oui, je veux. Ok, là je comprends. Ok, là je comprends que pourquoi tu veux le long. Mais les autres sont en train de s'exciter pour rien et en sachant que les événements extérieurs, fondamentaux, long terme, sont vraiment pas favorables pour ton $100 ou $50 ou $30. Donc pense pas qu'à partir de maintenant, ton XRP ou ton Telcoin ou je sais pas quoi va fly et va te donner des millions de dollars. Pense pas ça. Hein? Je vends pas du rêve, mais je dis la vérité quand même des fois. Là. Il faut se calmer, là, ok? Et je vise personne, je parle en général. Bon, donc le dollar, voilà, il lui reste quoi? Il reste 3h33 pour finir sa semaine. Donc on va voir la semaine ici, comment il finit. Si on va sur le weekly ici. La semaine, j'aime pas vraiment la semaine. On voit comme un, voilà, pas comme, mais on voit un bearish engulfing candle, ok? Bearish engulfing candle qui pourrait se manifester négativement. Donc on pourrait voir la semaine prochaine une autre bougie rouge qui tombe plus bas, donc on pourrait retoucher encore une fois le 105.21, même descendre plus bas, retoucher le 104.28. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver parce que la semaine ici, mais il lui reste 3h32. Et la façon comment il pompe un tout petit peu là maintenant, on pourrait dire qu'il pourrait éliminer ce bearish engulfing candle. Et s'il élimine, je vais dire, yo, le dollar, il est chaud, il se prépare, tu vois, il se prépare, il est là, comme si, voilà, il a démarré la voiture, ça commence à chauffer, tu vois. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui va me dire que le dollar a pivoté, il va partir et il va fly. Parce que des fois, il pivote et poum, il revient directement après ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le dollar encore une fois? Le 4 heures, qu'est-ce que j'ai sur le 4 heures? Rien de spécial, hein? Rien de spécial. Tu vois? Donc lui aussi, il a un trendline qu'il faut break avant de parler. Donc ce trendline, cette ligne rouge. Il y a ce trendline, il y a le top de la golden zone aussi. Donc ça, c'est des niveaux-là qui doivent break avant de... Il y a le 200 moving average. Donc tu as une zone sérieuse ici. Et le dollar, comme il est reconnu à faire des bougies vertes, comme ça, fortes, tu vois. Il est calme, boum. Ou bien des bougies rouges très fortes. Il est reconnu à faire des mouvements puissants, tu vois. Boum, comme ça, tu vois.
Regarde-moi ça. Boum, tu vois, voilà. Tu vois, il a des grosses bougies dans son comportement. Donc, il pourrait faire une autre bougie, voir, il casse tout. Et après, il recule, il recule, il recule, et repart après. Donc, on va voir comment ça va se passer. Le Dow Jones, je viens d'en parler. Il reste 31 minutes. Il est là, il est en train de se battre. 33 700. Donc, on est sur le 4 heures. Voilà. On parle de 33 978. Et ça va bien sûr, ça va faire pomper le market un peu. Donc, on va parler de 24 800, 24 700, 24 500, même le 25 000 si le Dow Jones monte vers ce niveau-là. Ça peut. Parce qu'il n'y a tellement pas d'argent dans la crypto. Un peu d'argent qui rentre, bien sûr, ça rentre dans le Bitcoin à 40%. C'est normal que ça va faire pomper le Bitcoin et tout le reste suit. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ok? La preuve que je ne suis pas en train de dire non, je suis conscient de tout. Ok? Donc, ne me comparez pas à certains chevreuils ou certains petits cons qui te donnent 2 flèches, qui te disent oui, il va aller vers le haut, vers le bas. Non, je te dis les scénarios là, ici. Là. Mais l'inévitable s'en vient, tu connais ma direction. That's it. Le Nasdaq, même chose, il est en train de pomper. Là, si on va voir le daily, same shit. Voilà, lui, on voit le trend line ici, par exemple. Un beau trend line, un high, un lower high. Ici, on voit un lower high, mais il est en train de casser le trendline. Même s'il casse le trendline, il n'y a pas de problème, c'est bullish. On pourrait voir, on voit le 200 moving average qui s'approche. Donc, on pourrait voir aussi le Nasdaq aller retoucher le 200 moving average. Ça continue à être un lower high comparé aux autres highs. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça arrive la semaine prochaine. Okay? Mais en même temps, je vois pas beaucoup de force. Je vois pas beaucoup de pouvoir. Ça commence à s'affaiblir, c'est la vérité. Ça commence à s'affaiblir. Juste la journée au complet, aujourd'hui, le Dow Jones, il l'a passé au complet juste pour monter d'ici à ici. Ça a pris du temps, mon gars. Ça a pris du temps, tu vois. Et vraiment, il y avait une bataille pendant cette zone-là et tout. Donc, je vois pas, il n'y a plus beaucoup de steam pour aller plus loin et dire, ouais, le trend, il a changé. Surtout quand on a ces 2 dates-là qui arrivent. Et les participants, crois-moi, ils sont en train de freak. Surtout avec ce que je vous ai montré au début. Boum, boum, la bouffe qui monte, les prix qui montent, qui continuent à augmenter et tout. C'est juste une question, les gars. Une question de temps. Donc, on va voir notre cher ami Bitcoin. Toujours. Bitcoin, still, hier, il nous a fait une putain de gravestone. Bearish gravestone. Tu vois, ça c'est doji gravestone. Ça c'est bearish quand même. Surtout quand il te l'a fait au top comme ça. Les gens qui ne comprennent pas le trading et tout. Ça, c'est des choses qui sont réelles. Ce n'est pas moi qui les a créées. Ça, c'est des choses, c'est des analyses des mathématiciens. C'est des gens, c'est des trucs historiques qui existent sur des bouquins. Les gens les étudient et les gens les utilisent dans leur propre trading. Et je te parle des grosses têtes. Donc, c'est pas des jouets, des conneries là que je vous raconte. C'est des vrais trucs. Donc, quand tu les vois dans certains moments et tout, dans des moments clés, bien sûr que ça joue. Et c'est sûr que c'est une bonne confirmation. Ça, c'est les bears qui rentrent dans le jeu. Mais dans la situation dans laquelle on est, la macroéconomique, c'est fucking bizarre. Donc, tu vois des trucs, tu dis, ah, l'enculé te fait le contraire. Mais c'est pas toujours comme ça. Tu vois, si c'est toujours comme ça, crois-moi que personne n'aurait étudié le trading, personne n'aurait écrit des bouquins, parce que, ouais, malgré le fait qu'on connaît tout ça, bah, ça fait le contraire. Non, ça fait le contraire de temps en temps quand il y a des crises, quand il y a des chaos, quand il y a des événements fucked up comme ça, bien sûr, c'est la vérité. Et là, en ce moment, on vit ça. Mais généralement, dans le trading, c'est des patterns, c'est une compréhension du price action, les bougies, comment elles parlent, c'est un langage. Et quand tu le connais, tu dis, oh, ok, ça pourrait arriver, probabilité 70%, 80%, 50%, 29%. Et là, la façon comment... regarde-moi combien de Shooting Star. Shooting Star 1 fois, Shooting Star 2 fois. Fucking Doji Gravestone 3 fois. Il n'arrive pas à fracasser comme c'est comme une zone ici, tu vois. Il n'arrive pas à la fracasser, même si tu vois des higher highs un tout petit peu, genre. C'est des mèches en fait. Tu vois, tu vois ici que ça baisse ici sur le RSI. Tu vois aussi que ça baisse ici sur le MACD. Donc c'est en train de pomper avec du vide là. La vérité. Et encore une fois, les gens ont tendance à oublier. Ils retiennent que ce qu'il veut dire. C'est pour ça que je me répète. Je ne dis pas que Bitcoin ne pourrait pas aller retoucher le 25 000, le top de ce trendline pour une dernière fois. Il peut. Ok? Et si les choses continuent à pomper la semaine prochaine, ben, ça ne m'étonnerait pas de voir Bitcoin remonter et toucher le 26 000. Parce que tout ce temps-là que Bitcoin a eu pour toucher le 26 000, le 28 000 ou je ne sais pas quoi, il l'aurait déjà fait. Mais il n'y a pas de force, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas d'argent. 1 mois et demi ou 2 mois, je ne sais même pas combien de temps. Attends, combien de temps?
Depuis le 18 juin 2022. On est quelle fucking date live? On est le 12 août. Un mois et demi. Hein? Qu'est-ce que je dis? Non. Bientôt 2 mois. Bientôt 2 mois. Ouais. Bientôt 2 mois, frère. Bientôt 2 mois dans la même putain de zone. S'il voulait vraiment toucher le 28 000 et tout, il l'aurait fait. Il n'aurait pas passé de 2 mois ici. Donc, crois-moi là. Le 28 000, il peut arriver. Mais ça devient de plus en plus difficile. Tout dépend encore du Dow Jones et tout dépend du dollar. Là, encore une fois, tout dépend de ces deux-là et non Bitcoin. C'est pas Bitcoin qui va aller à 28 000. Alors tu te calmes, petit chevreuil. Tu te calmes, petite chèvre. C'est le dollar. S'il chute, là peut-être ton Bitcoin va aller à 28 000. Mais c'est pas lui qui va aller à 28 000. Il décide d'aller à 28 000. Ok? Les gens d'Igno, moi je trouve que le graphe est trop baissier, ça ressemble à un piège pour piéger les shorts. Ouais, écoute, après, voilà, on peut spéculer sur comment est-ce qu'ils sont là pour piéger les shorts, tanani, tanana. Bien sûr, il y a toujours on squeeze les shorts et on squeeze les longs, ça c'est garanti, c'est normal, ça se fait depuis toujours. Yeah, voilà, c'est juste une question de temps. Et là, croyez-moi, ça c'est très bullish pour le dollar. C'est très, très, très bullish. Et en même temps, regarde, il te fait un falling wedge pendant qu'il s'approche à ces dates-là. Moi, en sachant le proverbe, les news sont dans les charts, moi je pense que ces deux dates-là vont être choquantes pour les gens qui pensent que la Fed va être moins agressive et tout. Parce que comment ils se préparent? Tu sais, je vois un truc comme ça. La vérité, ça, encore une fois, c'est mes yeux, c'est ma tête, c'est mon subconscient qui voit ça. Mais après, c'est pas moi qui décide, c'est le market, tu vois. Je vois un truc comme ça, tac, 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 tu vois. I don't know, you know. Ça peut arriver. Et après, ou bien un truc comme ça, tu vois. Tac, 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 tu vois. Mais c'est inévitable que le dollar fly. Voilà, c'est inévitable. Bon, revenons à Bitcoin, c'est ça. Donc, il est encore dans le rising wedge. Vous le voyez très très bien. Maintenant, on voit ici, encore une fois, une résistance qui est sérieuse, là, ici, tu vois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si tu recules aussi en arrière pour voir est-ce qu'il y a du mouvement dans cette zone-là, bah, tu peux voir ici que dans 2020, je pense, si je ne me trompe pas. Tu vois, en 2020, ah non, ici, en 2020, tu vois, décembre 2020, tu vois. Donc, il y a vraiment, il y a eu comme une activité ici, tu vois. Donc, du dump, du pump, etc. avant de fracasser la cagnotte et faire des nouveaux all-time high, bien sûr. Mais là, clairement, il est en dessous. C'est pour ça qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, est-ce que ça va être là, cette fois où il va le break pour aller plus haut? Ouais, ça peut arriver. Il est déjà à 24 200. Il reste plus rien. Il est en train de l'embrasser, en fait, cette résistance. Donc, encore une fois, tout dépend. Mais là, le Dow Jones ferme. Là, le Dow Jones ferme. Le dollar, c'est le seul qui va rester ouvert un tout petit peu. Donc, le Dow Jones ferme. Donc, il y aura plus d'influence positive pour que le Bitcoin continue à pomper. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas d'argent dans la crypto. Et le dollar, s'il dompe et continue à domper avant de fermer sa semaine, oui, on pourrait voir Bitcoin fracasser cette résistance et monter plus haut et essayer de la fracasser pendant le week-end pour de bon et la tester comme un support pendant le week-end. Ça pourrait arriver, tu vois. Et voilà, c'est de la spéculation encore une fois. Et c'est ça le trading. Tu spécules, tu mets des scénarios et c'est quel scénario qui est le plus logique. Ok. Donc, on va aller voir XRP. XRP, même chose. J'ai vraiment pas grand-chose à dire. Voilà, c'est bear flag ici, si tu veux, rising wedge. Donc, chacun va le voir comme il veut. On est encore dans une structure baissière. Tu vois ici la structure ici. On est toujours en train d'imprimer des lower highs. On n'est jamais sorti de cette structure. Croyez-moi, si vraiment XRP voulait aller plus loin, etc., croyez-moi, il l'aurait fait. Mais la preuve, encore une fois, ils suivent le Dow Jones et le dollar. C'est pas XRP qui décide. Mais sinon, XRP, si les choses pompent, ça ne m'étonnerait pas de voir XRP remonter, retoucher le 56 sous. Ça ne m'étonnerait pas. Et je vais toujours être là à vous dire, on est bearish. Et je vais toujours être là à vous dire, les gars, ça va domper. Et plus ça monte vers le haut, plus le dump va être plus loin.
Ça, c'est la vérité. Et bien sûr, ça va juste me donner une meilleure entry. Parce que si ça monte ici et ça tombe jusqu'en bas, crois-moi, mon gars, je vais faire beaucoup plus d'argent que ça soit ici. Tu vois? Ça, encore une fois, c'est mes beliefs, c'est mon expérience, c'est ma vision des choses. Tu peux être d'accord avec moi ou pas, c'est pas grave. Mais on n'est pas là pour être d'accord tous ensemble. Chacun, il a son opinion. Mais moi, si les choses continuent à pomper la semaine prochaine, etc., ça m'étonnerait pas de voir XRP remonter et voir le 56 sous. Ça pourrait arriver. Et là, qu'est-ce que les gens vont dire ici? Moon, 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 $1, $1, $1, 1,50, $2, boum, boum, boum. Et là, ça rechute. Et là, la même histoire. Maintenant, c'est que si les choses continuent à pomper maintenant, c'est mauvais pour nous. Parce que nous, on s'attend à une fin d'année qui est quand même cool, et un début d'année 2023 cool, et une année 2023 cool. Maintenant, le problème, c'est que si ça pompe maintenant, ça continue à pomper. On rentre le mois de septembre, on rentre le mois d'octobre. Ben, attends-toi un crash le mois de novembre et décembre, et peut-être même plus si ça continue à monter. Donc, il n'y a plus le scénario de « Ah ouais, 2023, on va être riche, on va faire de l'argent. » Non. Donc, tu aimerais bien que ça dompe maintenant pour que le scénario qu'on a prédit, etc., tient la route. Pour qu'après, fin d'année, début 2023, ça pompe et tu as des opportunités, tu as plus de chances et d'avoir un market beaucoup plus agréable que maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, les gens sont « Ouais, je veux que ça pompe, pour qu'après, il fait 10%. Après, ça dompe, il comprend pas. Ça prend trop de temps pour que ça pompe. J'en ai marre. » Ben, bro, Clément, salut à toi, merci pour le suivi. Les gens sont trop contents pour faire un 10%, 15%, mais ils ne comprennent pas que plus ça pompe, plus ça va prendre du temps, mais plus ça pompe, plus ça va prendre du temps pour dump. Donc, ça va prendre des 6 mois, 5 mois, 8 mois, etc., pour trouver le bottom, blablabla. Donc, sois intelligent et prie Dieu que ça dump live pour qu'après ça pompe, you know. Donc, yeah. So, voilà, j'ai parlé sur XRP pour tel coin, un bon presque 12%, bravo, nice. Mais est-ce que vous êtes riche? Vous êtes millionnaire? Vous avez acheté une Bugatti? Vous avez acheté une Lambo? Un manoir? Il y a rien qui a changé dans votre vie. Je suis sûr que vous n'avez même pas vendu un tel coin malgré ce 12% que vous avez eu. Mais non, mais bravo, c'est nice. Pourquoi? C'est pour la preuve. Pour la millième fois, la preuve comme quoi Lord a toujours raison. Pas toujours raison, là je fais le prétentieux, non. Mais raison quand il faut. Sur plein de choses surtout. Je vous le dis à chaque fois et surtout dans aux gars du Discord. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis les low. Il y a des gens qui me demandent, ouais mais tel coin il chute. Est-ce que tu penses que c'est un low market cap coin? Quand ça chute, ça chute. Ça chute plus que n'importe quel autre actif, ok? Mais quand ça pompe, quand il y a un petit peu là, regarde aujourd'hui, il n'y a rien eu là, il n'y a rien eu que dalle. Et là, on a un 12%. Alors imagine quand le market va revenir ici de Chevreuil. Imagine quand le market va revenir. Imagine quand je te parle du vrai truc, quand les choses vont revenir. Ok, il y a le sentiment, tout le monde. C'est vraiment hype. C'est là, on a la confirmation que les choses vont pomper. Tu penses qu'il va te faire un 10%? Il va te faire des milliers de pourcents. C'est ce qui s'en vient. La preuve, encore une fois. Tu vois, rien n'a rien fait là. 1%, 2% par là, mais lui, il vient et te fait 12%. Alors imagine quand les choses vont éclater. Réfléchis comme ça, man. Réfléchis comme ça. Et calme-toi. Maintenant, les gens qui me disent, ouais, c'est bon. Ben écoute, là maintenant, comme toute chose, hein, il va domper. Il va domper. Déjà, là, on voit ici une résistance ici. Donc, il a la structure ici. Donc, il est monté. Clairement, il est en train de stopper là. Mais ça ne m'étonnerait pas si les choses commencent à continuer à pomper. Ça ne m'étonnerait pas de voir tel coin continuer sa route. Minimum, retoucher le 0.0023. Et peut-être, s'il le casse encore, il y a vraiment l'intérêt de le faire monter plus haut. On peut voir le 0.029. Et bien sûr, ça aussi, ça ne changerait absolument rien s'il remonte et touche le 200 moving average qui est le 0.004. On reste bearish. That's it, that's all. Je sais pas combien de fois je vais vous le dire, mais un lower high, no matter what. Ça, c'est juste les holders qui crient, comme des poules sans tête. Ouah, ça pompe. Ferme ta gueule. Zoom out et tu vas voir. Ton petit pompe, c'est une miette là, c'est une petite poussière. Ok? Voilà. So, voilà, j'ai fini avec les analyses techniques.
Et le gold, il est en train de pomper. Nice, cool. J'avais dit la dernière fois qu'il pourrait monter jusqu'à ce niveau et redescendre. Malheureusement, il continue à pomper. J'avais même dit qu'il pourrait même toucher, remonter, retoucher le 200 moving average. Et moi, je pense qu'on est sur le daily. On voit un bullish engulfing candle. Yo, ça pourrait fermer pour de vrai comme ça. Et la semaine prochaine, ça pourrait vraiment pomper. Mais en même temps, le gold, plus il pompe, plus il te forme un joli rising wedge qui est merveilleux encore plus maintenant, tu vois. Donc, c'est juste une question de temps pour que le gold te fasse un revirement. Donc, le rising wedge, ça ne veut pas dire qu'il va bloquer maintenant, il va descendre. Le rising wedge, il pourrait sortir du rising wedge et revenir. Tu vois? Donc, c'est pour ça que sur mon scénario, même en étant bearish, je pourrais voir le gold monter, toucher le 200 moving average et redescendre. Ok? Donc, ça pourrait arriver. Mais je reste toujours bearish et je reste toujours sur mes positions qui sont le 1663, etc. etc. Donc, est-ce que ça va pour les charts? C'est bon? C'est cool? Vous avez compris? Tout va bien? J'avais mis 2K sur tel, je suis descendu à 200 euros. Ouais, je comprends les gars, mais voilà, t'as acheté au top, c'est normal. Mais ce n'est pas grave parce que moi aussi j'ai fait la même erreur au début quand je venais de commencer. Moi j'aimais le projet, j'achetais. Tu vois, je m'en foutais de c'est quoi l'entrée parce que je connaissais pas ça au début. Donc maintenant, avant d'acheter, c'est rentré dans ma tête. Je vais pas acheter juste pour acheter. Je vais pas acheter juste pour... Non, je vais regarder une entrée. Parce que le trading maintenant, c'est rendu quelque chose d'important dans ma vie. Donc c'est pour ça que maintenant avant d'acheter un actif, je vais regarder une entrée. Mais au début, j'étais comme toi. Au début, je rentre, oh j'aime le projet, boum, je l'achète, let's go. Et on passe tous par là. C'est pour ça que même si vous me dites, ouais non, moi le trading ce n'est pas pour moi, je disais la même chose. Je suis pas en train de dire qu'à un moment donné vous allez faire la même chose que moi, non. Mais la plupart d'entre vous vont faire le même parcours que moi. Parce qu'à un moment donné, tu vas être là comme un con, avoir des bagues, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années. Et tellement que ces années passent, tu vois les opportunités qui passent devant ta gueule. Tu te dis, mais putain, j'aurais pu, je pouvais, parce que t'as beau me dire j'ai de l'argent. L'humain n'a jamais assez d'argent. Et quand tu lui dis l'opportunité, elle est là devant ta gueule, et surtout quand tu sais comment les choses fonctionnent et tu vois que l'opportunité, elle est là et personne ne la voit, crois-moi que tu vas pas dormir si tu la saisis pas. C'est pour ça que je vous dis, les gars, améliorez votre côté, pas trader, mais comment les marchés fonctionnent. You know? Pour que quand tu vas être assis en train de boire un café, tu vas allumer la télé, tu vas voir France 24 et là tu te dis, oh shit, ça parle de ça, il y a ça. Oh, directement dans ta tête, oh le marché de lui va baisser. Ok, boum, je vais aller faire de l'argent. Tu vois? Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Voilà les gars. Je vais revenir les gars, juste un petit 2 secondes. 3 petits secondes là les gars et je reviens. Ok? Je reviens les gars. Donc, re-salut les gars, salut à tous. Et donc, yeah, on continue. On voit ici, tu vois, ils finissent bien là, ils veulent bien finir la semaine. Il reste 12 minutes 35. On voit XRP aussi. Bah, lui, c'est pas, il n'y a pas de semaine. Lui, sa semaine elle finit dimanche en fait. Donc, XRP lui aussi qui pompe un tout petit peu. On voit le Bitcoin aussi. Donc, on pourrait dire que le Bitcoin va toucher cette résistance, la retester une deuxième fois, peut-être une 6e fois. Et voilà, donc il pourrait la break. On va voir comment ça va se passer. C'est intéressant comment les choses vont fermer ce soir. Bah lui, c'est fini, on a une garantie. Comme quoi, c'est... Voilà, je sais même pas pourquoi il prend trop de temps à aller toucher le 200 moving average. Comment, buddy, comment? T'es capable là, vas-y man. Moi je te pousse, moi je te dis d'aller le toucher. Juste vas-y, allez.
Juste finis-en, finis, fais ton truc, fais ton parcours et juste, vas-y, fais ça vite. Donc, on avance. Maintenant, on va parler des, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ici, on voit les forces de l'ordre néerlandaises arrêtent un développeur présumé de Tornado Cash à Amsterdam. Damn! Vous connaissez Tornado Cash? C'est le bordel, truc de blanchiment d'argent. Donc là maintenant, le développeur de Tornado Cash, les forces de l'ordre néerlandaises sont partis le chercher. T'as développé Tornado Cash, t'es un criminel, nique ta mère. Damn! Ici, on voit Vitalik Buterin déclare un nombre fixe de hachage Ethereum restant à exploiter, car il confirme la possibilité d'une fusion antérieure. Il y a des gens qui parlent sur Twitter qui me disent ouais, mais Ethereum va pomper, donc tout va pomper. Yo, encore une fois, vous faites la même erreur. Vous regardez un cheval. Ethereum, pour vous, Ethereum, c'est le noyau de tout ce qui se passe dans le monde. Oui, mais Ethereum va faire pomper les altcoins. Yo, bro, Ethereum suit Bitcoin. Bitcoin, c'est le boss dans la crypto. Oui, mais oui, toutes les altcoins sont de relation normale. Ton Ethereum, là, ou je sais pas quoi, là, avec ton merge ou verge ou curge ou purge ou je sais pas c'est quoi le délire, là, qu'ils sont en train de nous dire, là, avec leur Vitalik ou je sais pas quoi. Et moi, je pense, je suis sûr et certain, ça va être repoussé. Yo, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Les plus gros indicateurs, c'est le dollar et le Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. C'est eux qui vont dicter si les choses vont domper au continu. T'as beau à me dire Verge, Merge, Purge, ton Ethereum là, oublie-le. Pas dans des moments, on n'est pas en 2017 là. En 2017, il n'y avait pas Russie-Ukraine, il n'y avait pas l'électricité qui partait, il n'y avait pas une crise alimentaire, il n'y avait pas tout ce bordel. Tu vois? Donc ton Ethereum qui impacte les altcoins tout seul, son Bitcoin et tout, ça c'est, voilà, le pays d'Alice des merveilles, je sais pas quoi là, whatever, Wonderland ou je sais pas comment on appelle ça, tu vois? Non frère, calme-toi. Là on est dans une situation très très délicate et là tu as des boss. Et les boss, il faut pas les nier, c'est les boss. Il faut les suivre. Et c'est eux qui dictent qu'est-ce qui se passe. Donc là, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas des petits pumps. Et ces petits pumps qu'on va avoir, que je viens de vous expliquer sur les analyses techniques, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ouais, mais c'est Ethereum, c'est Ethereum, c'est Ethereum. C'est pas Ethereum, c'est parce que Dow Jones est en train de pomper, c'est pas Ethereum. Réveille-toi, man. Réveille-toi, arrête de regarder que la charte de Ethereum ou la charte de Bitcoin. Il faut que tu regardes toutes les fucking chartes. Regarde combien de chartes sont ouvertes chez moi, bordel. Même le Dow Jones, les futures de Dow Jones, pour savoir comment le Dow Jones va ouvrir. Dow Jones, les futures, ils étaient déjà chauds. Donc bah là, comment tu dis ok, le market va bien ouvrir, tu vois? Donc c'est ce que tu dois regarder. Pourquoi maintenant pourquoi le Bitcoin il est en train de pomper? Parce que le Dow Jones il est en train de pomper et le fucking dollar il est en train de chuter. That's it. C'est pas parce que pourquoi tel coin il est en train de pomper? C'est parce que il y a de l'argent qui sort du dollar et qui rentre dans le market. Et ou bien ils sont en train d'imprimer de l'argent, ils sont en train de booster les markets parce qu'il y a les élections, etc. Donc cet argent là, elle découle sur le reste, parce que tu as 40% de l'argent qui rentre dans la crypto va dans le Bitcoin. Donc 60% des autres vont dans l'altcoin. Et la plupart de ces tokens-là sont des ERC20. Donc, fuck! C'est pas parce que Ethereum qui a merge, purge, ou verge, ou curge, ou je sais pas quel fucking mot, ils vont me sortir. Bordel, man! Ils vont me rendre fou, les gens. Ils vont me rendre fou. Mais à tous mes respects, hein. Je suis pas en train de vous insulter, c'est ma façon de parler. C'est facile à comprendre, fuck! Peut-être je suis un génie, peut-être, I don't know. Mais je rigole, les gars, calmez-vous. L'Ouzbékistan bloque les échanges de crypto-monnaies. Ok. Who cares? T'es qui, man? T'es qui? Hey, s'il y a des Ouzbékistanais qui me regardent, là, je suis pas en train de vous insulter, les gars. Hey, ne me démentez pas, je rigole. Mais sérieux, ok. L'Ouzbékistan bloque les échanges de crypto-monnaies. Ok. Ici, on voit les géants du football, Barcelone et le Real Madrid s'associent sur une marque Metaverse. C'est la première fois de ma vie que je vois les deux équipes rivales depuis leur naissance être associés dans une marque de Metaverse. Incroyable. Bien qu'ils soient des féroces rivaux sur le terrain de football, le FC Barcelone et le Real Madrid ont décidé de faire un saut mutuel dans le monde de la cryptographie. Les clubs ont déposé une demande de marque Metaverse il y a près d'une semaine, mais la nouvelle a été confirmée récemment par l'avocat Mike Kondoudis. Et ici, on voit Vitalik, voilà, correction. Vitalik Buterin a déclaré qu'après la fusion, les frais d'essence pourraient être aussi bas que 0,002 sous avec des cumuls. Ouais, oh, wow, oh my god. Yo, Vitalik Buterin a trouvé la solution. Depuis tout ce temps-là, oh, on vient de découvrir
ce genre de frais qu'on va payer dans les paiements. On vient de, waouh, les frais d'essence à 0,002. Waouh, waouh. Oh, merde, c'est la... Oh, mais j'ai même pas de mots, tellement que ils pensent que c'est quelque chose de ouf. Les frais d'essence, ils en parlent comme si c'est les premiers à avoir ce genre de frais d'essence. Bitch, le XRP Ledger, il est là depuis fucking 2012, ils ont des frais d'essence de 0,00000000006. Toi, t'es là à parler de ouais, les paiements, ils vont devenir meilleurs. Les paiements sont déjà meilleurs, petite con. Et là, tes frais d'essence 0,002. Bravo, ouais, c'est bien pour Ethereum. Mais il y a des blockchains qui sont meilleurs que toi depuis très longtemps, frérot. Tapette, va. Va manger, man. Va manger. Arrête de parler, va manger. Bientôt, tu vas disparaître. Wallah, tu vas disparaître un jour. Tu vas juste marcher, tu vas te vaporiser. Fucking Vitalik. Ici, on voit 61 179 BTC, 1,45 milliards de dollars ont été ajoutés aux échanges au cours des 30 derniers jours. Bah, 30 derniers jours, c'est quand même beaucoup. 1,45 milliards de fucking dollars, c'est quand même beaucoup. Mais les 30 derniers jours, ça veut pas dire qu'ils sont vendus demain, hier ou avant-hier, tu vois. Ça se peut qu'ils ont été vendus il y a longtemps. Donc, mais quand même, 1,45 milliards de dollars. Ici, on voit les Émirats Arabes Unis exigent désormais que les agents signalent les transactions immobilières où la monnaie virtuelle est utilisée comme moyen de paiement. Ah, est-ce que Proppy va rentrer dans le game ici? Parce que si tu fais des transactions immobilières, et moi je pense que c'est des choses qui se font tellement facilement à Dubaï, parce que tu as plein de monde dans la crypto à Dubaï. Tu as plein de millionnaires, tu as plein de riches qui ont fait énormément d'argent avec la crypto. Donc, ça serait facile d'acheter un appart ou un penthouse ou tout ce que tu veux en crypto. Donc, c'est normal qu'eux, ils exigent désormais de signaler les transactions immobilières parce que voilà, ça peut passer inaperçu, tranquille. Tac, tac, je t'envoie. Mais tu ne peux pas savoir est-ce que c'est pour acheter une maison ou un penthouse et tout. Donc, on passe en dessous de la table. Mais là, maintenant, Proppy, si elle vient, elle s'installe ici. Et là, ça devient le réseau dans lequel on fait des transactions pour que les Émirats Arabes Unis, ils ont un lieu pour regarder, checker, voilà, analyser, blablabla. Yo, ça pourrait être vraiment quelque chose de magnifique. Et ça, c'est magnifique pour Proppy. Je vous le dis, je vous le répète, les gars. Ça, c'est magnifique pour Proppy. Très, très magnifique. XRP, Ripple, je veux dire. 70% des institutions intéressées par les paiements crypto. Donc, parallèlement aux crypto-monnaies, l'adoption de la technologie blockchain est également en hausse. Outre l'hébergement de réseaux cryptographiques, cette technologie fournit également une multitude de cas d'utilisation réelle, facilité des paiements rapides et sécurisés, et l'un des utilitaires les plus remarquables fournis par les blockchains. En conséquence, les protocoles de paiement comme Ripple ont bénéficié de l'adoption croissante. Donc on parle ici de 70% que des institutions vont utiliser blockchain de paiement, comme Ripple. De la sécurité et de la qualité des données aux opportunités de croissance et au règlement en temps réel, ils ont collectivement honoré les avantages décrivant la même chose, le rapport de Ripple a noté. Lorsqu'on a demandé aux institutions financières ce qu'elles considéraient comme les principaux avantages de l'utilisation de la blockchain et de la cryptographie pour les paiements, il y avait une répartition relativement uniforme entre un certain nombre d'avantages. La sécurité et la qualité des données dépassent légèrement les opportunités de croissance sur davantage de marchés ou au sein de marchés et règlements en temps réel. Ici, on voit 33% of global consumers would consider using crypto for purchases. Donc, 33% mondialement, des gens dans le monde, pensent qu'ils pourraient utiliser la crypto pour des achats. Comme les institutions, même les consommateurs appréciaient les attributs de sécurité et de confiance. Cependant, ils ne considéraient pas vraiment les frais de transaction inférieurs comme un pro et lui ont donné l'un des derniers rangs parmi les avantages. Eh bien, les transactions des consommateurs sont généralement limitées aux amis ou à la famille, qui sont pour la plupart de nature non transfrontalière, et à la plupart des autres modes de paiement alternatifs nationaux sont gratuits ou déjà peu coûteux. C'est donc peut-être pour cette raison que cet ensemble d'utilisateurs ne valorise pas le dit attribut. Cependant, Ripple s'attend à ce que cette attitude change avec le temps. Bien sûr, tout va changer avec le temps. Tout va changer avec le temps. Il y a une vidéo sur YouTube qui tourne et qui parle de, en 1963, ils nous ont dit comme ça, le téléphone sera dans votre poche.
Un téléphone portable, vous pouvez l'amener avec vous où vous voulez et sera dans votre poche. En 1963. Donc, les gens en 1963, 64, 65, 66, 67, les années 70, les années 80, les années 90, jusqu'aux années 90, on a commencé à voir le portable. Vraiment, là, oui, au début, c'était des gros talkie-walkie. Mais là, après, avec le temps, c'est exactement pareil. Mais cette fois, c'est différent. Pourquoi? Parce que les choses vont très vite. Les choses vont très vite. Plus vite qu'avant. Ok? Donc oui, ça a pris 30 ans, 40 ans à partir de 1963 pour voir les téléphones. Mais là, ça ne va pas prendre 30 ans, 40 ans. On est déjà, la crypto, elle dure depuis combien de temps? Depuis 2012, depuis 2010. On va dire depuis 2012 que les choses sont sérieuses, si tu veux, 2010, 2012. Donc là, on est déjà dans 10 ans. Donc voilà, c'est pour voir, regarde, en 40 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des iPhones, on a maintenant des téléphones de ouf. Ben, regarde en 10 ans où on est rendu avec la crypto. Donc imagine un autre 10 ans. Tiens, les gars, c'est très rapide, c'est très rapide. Très très rapide les choses là. On va faire énormément d'argent. Bien sûr, si on reste et on reste dans le game et on reste patient. Parlons de la SEC. William Hinman a-t-il commis un crime? Bien sûr qu'il a commis un crime. Il travaillait chez la SEC. Il a quitté la SEC. Il est parti chez Simpson Thacher. Il a travaillé chez Simpson Thacher. Simpson Thacher est connecté au EVM, Ethereum Alliance. Il sort de Simpson Thacher. Il est payé 1,6 million de dollars par année. Il va à la SEC. Hein? Et il déclare que Ethereum, ce n'est pas une sécurité. Tu te fous de ma fucking gueule ou quoi? Mais bien sûr que c'est un crime. Et en plus de ça, il a cassé l'éthique de la SEC. Comme quoi, il ne doit pas parler avec une compagnie qui l'a embauché en étant un directeur de la SEC. Pas parce qu'il y a de l'influence après. Donc oui, je suis d'accord avec Crypto Law. Il a ignoré les avertissements juridiques de la SEC, éthique, et a rencontré Simpson Thacher encore et encore. Il est temps pour une enquête. Donc moi, je suis d'accord pour une enquête. Go, 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 go. Ici, on voit le géant bancaire japonais Shinsei offre $60 en XRP ou BTC pour attirer de nouveaux clients. Cool. Ils ont choisi XRP. Pourquoi? Parce que Shinsei Bank, derrière elle, il y a qui? SBI Holdings. Donc c'est pour ça qu'ils ont offert XRP. Et Bitcoin, c'est parce que tout le monde connaît Bitcoin. C'est pour ça qu'ils ont mis Bitcoin. Ça, c'est juste côté marketing. Mais XRP, c'est le plus important ici. Ubi Japan distribuera des jetons flair aux détenteurs de Ripple. Donc les gens qui ont claim leur token Spark à travers Ubi, ils ont décidé de les distribuer le moment venu. Et le nouveau rapport Ripple donne des attentes quant à l'adoption à grande échelle de la cryptographie, mais souligne le manque de compréhension de la technologie comme obstacle majeur à surmonter. Donc je ne vais pas le lire parce qu'on a lu quand même ici, là, tu vois, ici on l'a lu, voilà, 70%, 33%, c'est ça le rapport. Mais c'est vrai que il y a la compréhension, elle tarde encore à venir et ça va prendre du temps. C'est ça l'adoption. Une bonne compréhension est égale à une bonne adoption. Les gens veulent des $1000, $500, $8000. Mais moi, j'étais un chevreuil au début. Dans les années auparavant, j'attendais, je vendais pas. J'étais là, oh non, 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 non. Je vais garder mes XRP, nique sa mère. Ouais, ça va monter demain, ouais. Je suivais des ours, je suivais des connards. Et j'étais là au début. Et c'est ça qui m'a fait garder l'XRP, etc. Ouais, je vendais pas, même si les autres pompaient devant ma gueule. Non, j'étais comme ça, non, je vais continuer à mettre mon XRP. J'étais con, la vérité. La vérité, j'étais con. Je suis pas en train de cracher sur XRP, mais j'étais con. J'aurais voulu revenir en arrière, avoir un bac de XRP, mais aller ailleurs. J'aurais déjà été millionnaire maintenant. J'ai raté Chainlink, j'ai raté. Tu vois? Donc c'est pour ça que je vous dis, les gars, l'adoption va venir avec le temps. C'est normal, man. Donc les gens qui vont rester les bras croisés à attendre leur futur prix qu'ils veulent, faites-le, c'est votre choix, c'est votre vie. Mais investir pour regarder des chiffres sur son téléphone, je suis désolé, mais c'est pas ça, man. On est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour se marier à un coin. XRP, c'est la vie, oui, je sais. Mais XRP ne va pas nous donner ce qu'on veut. D'après les chartes, oui, on pourrait voir le 3 chiffres, on pourrait voir le 4 chiffres, on pourrait voir dans les 5 années à venir et trucs comme ça. Mais si ça vient pas, tu fais quoi? Et non, c'est pour ça que je vous dis, apprenez certaines choses pour que vous puissiez faire de l'argent, pour que vous puissiez apprendre une autre mentalité. Gardez votre mentalité de holder, mais ajoutez un autre ingrédient pour que tu te dis, ok, là, j'attends, j'ai rien à faire, je perds mon temps là.
viens, je maximise, je capitalise sur ce qui se passe, tu vois. Je suis pas en train de vous pousser à le faire. Je vois moi des youtubeurs qui viennent te dire ouais, fais un long x20. Toi, t'as aucune idée comment les trucs marchent. Moi, je te dis juste apprends, pas va le faire, apprends comme moi. Des vidéos YouTube, tananana avec le temps. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, voilà, je suis rendu à vous expliquer. Je pensais jamais, moi, faire une chaîne YouTube et expliquer des analyses techniques. Je trouvais ça, j'étais comme, yo, non, je sais pas comment expliquer, mais non, j'ai jamais fait de cours, bla 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 bla. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. That's it. Après, c'est le caractère de chacun. Mais, la vérité, rester les bras croisés à attendre, je sais pas quel chiffre, surtout qu'ils te le disent eux-mêmes, la compréhension n'est pas encore là. Il faut être prêt, you know? Mais je suis pas contre, d'après les chartes et d'après la structure bullish de XRP, etc., je suis pas contre de voir un 3 chiffres et c'est dans mon scénario. D'ici 2025, je vois entre 100 et 1000 dollars. Voilà. Donc ça peut être 100, ça peut être 99, ça peut être 110, ça peut être 105, 200, 300, mais c'est ce que je vois d'ici 2025. Maintenant, les choses peuvent changer, mais c'est mon take. Là, on va parler de XDC. Nous sommes à 30 jours de notre test bêta final pour le Health Challenge. Votre participation nous aidera à déterminer les problèmes sur le code, les commentaires sur le programme, à améliorer le système et plus important encore, vous gagnerez XDC pour vos efforts. Donc les gars, si vous voulez, Health Bank, je vais vous laisser son lien et utilisez-le pour voilà, je sais pas si vous trouvez des erreurs dans leur code et tout. Et vous allez gagner des XDC, ok? Vous allez gagner des XDC comme vous voyez bien ici. Là, je recule en arrière et là, ça le dit clairement. If you finish, si vous terminez plus 80% du programme. Donc, si vous êtes intéressé, s'il y a des développeurs ici qui me regardent et tout, bah, vous pouvez gagner des XDC si vous trouvez des bugs dans leur code et tout, ok? Encore une fois sur XDC, Atul Kekad, le cofondateur de XDC. On voit ici, nous sommes ravis d'avoir été présélectionnés aux côtés du réseau XDC de Xenfen au FF News Awards 2022 dans des catégories partenariat et blockchain pour notre travail collaboratif visant à lancer des jetons Trada. Les prix soulignent les innovateurs au sein de la fintech qui ouvrent la voie pour faire avancer l'industrie. Donc ici on voit Awards, Trade Tech, XDC. Donc eux ils sont en train de travailler là, vraiment là, je vais pas rigoler, je vais pas qu'est-ce que je dis? Je vais pas rigoler, qu'est-ce que je dis? Ils sont pas en train de rigoler pour de vrai, ils sont en train de faire leur truc bien comme il faut. Le financement du commerce, il est en train de changer, mais d'une façon incroyable. XDC, il est en train de jouer un rôle incroyable. Je me rappelle quand j'ai investi sur cet investissement. Je me rappelle. Je suis allé avec le nom. Je savais même pas c'était quoi le financement du commerce. Je savais même pas c'était quoi ça. Et je te parle d'il y a longtemps, là, en 2019. Yeah, 2019, si je ne me trompe pas. C'était à 0.0004, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. Ouais. Ou 0.004, je me rappelle plus. Bref. Et c'était Xenfen. Et moi, dans ma tête, c'était un truc chinois. Et là, je me dis Xenfen Network et tout, la Chine et tout. Et je suis allé avec ce délire-là, comme ça, là. Je suis allé avec ce délire, ouais, c'est chinois, ok, yo, ils peuvent avoir leur propre network et tout. Ben, tu sais quoi, je vais mettre un petit peu d'argent. Et vu que c'était pas très cher, donc un peu d'argent, ça te faisait un gros bac, you know. Et regarde maintenant qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ça fait plaisir, hein. C'est comme ça qu'on trouve des pépites. Au début, ça a l'air de rien. Maintenant, regarde-moi, tout le monde parle de XDC là maintenant. Gala annonce un partenariat avec Stick Figures Production pour distribuer 4Down sur la blockchain. Donc ici, Gala, l'un des principaux innovateurs dans le domaine des jeux et de la musique blockchain, a annoncé le lancement de Gala Film. Cette nouvelle verticale de la société Web3, leader mondial, poursuit l'engagement de la marque à offrir aux fans des opportunités uniques d'enrichir leur expérience. Associé à une programmation incroyable et des projets passionnants, avec cette annonce également partagée par Gala Film, il s'associe à Stick Figure Production, nominé aux Oscars et primé aux Emmy Awards. Damn! Donc là maintenant il y a vraiment une maison de production de films qui va utiliser Gala Film, les gars. Yo, là ça rigole plus. Pour présenter 4Down, un long métrage documentaire réalisé par le cinéaste primé Stephen Cantor basé sur le best-seller du New York Times Not Without Hope. Oh, yeah. Crimo Driver, what's up my man? Merci pour le suivi, très gentil de ta part. Without Hope, écrit par Nick Scholler et Ger Longman. D'autres projets partenariats notables à venir incluent, on voit un partenariat avec Echo. Ah wow, l'une des lignes GIF les plus populaires de l'histoire a été récompensée par GIF in Numbers.
Ici, on voit un partenariat avec le cinéaste et acteur David Bianchi. True Story, Netflix. What? Un partenariat avec Battle Island dans la production de leur série animée Ghost of Rune. Making the Chronic, une série de 16 courts-métrages où Snoop Dogg raconte chacune des pistes de son album sorti via Gala Music. What? Waouh. Yo, j'ai hâte au Gala Show pour de vrai. Au Gala Show qu'on aura avec The Great Gala. Parce que lui, c'est sûr et certain qu'il est conscient de tout ça. Il a déjà l'information et ça va être sur le Discord. C'est pour ça que je vous dis, venez dans le Discord. Je connais pas la date, mais ça va être lancé comme ça. Boum. Et ça va être que pour les gens du Discord. Je vais pas l'annoncer sur YouTube et Twitch. Aucunement. Donc, tu vas pas savoir quelle date sera ce show-là. Ok? Donc, ça va être un fou show. Et le premier, c'était un fou. C'est juste comme un con, je ne l'ai pas enregistré. Mais le deuxième va être encore plus incroyable parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Gala Film. Lego, Fluff Word, blablabla. Donc, je vous conseille vraiment de venir dans le Discord. Et c'est magnifique, Gala. Ici, on voit Formule I, comment la fondation Algorand accélère vers le net zéro avec un réseau de blockchain à carbone négatif leader sur le marché. Algorand s'est associé à Envision Racing pour sensibiliser et lutter contre le changement climatique. Donc après un e-prix de Londres passionnant et une course à domicile pour Envision Racing basé à Silverstone, le Formule I se dirige vers Séoul ce week-end pour la dernière course de la saison et la centième de l'histoire du sport. Ayant participé à la série monoplace 100% électrique depuis sa création en 2014. Envision Racing est désormais un pilier vétéran de la grille avec 11 victoires et blablabla. Donc ici, ils sont associés à la fondation Algorand pour pousser plus fort sur la piste et lutter contre le changement climatique. Nice. N'oubliez pas que Algorand, il y a FIFA derrière, d'autres gros acteurs derrière. Donc, gros truc ça. Sinon, non, ça c'est vieux. Ok, ben voilà les gars, on a fini. Hey! Hein? Grossiste arnaque, c'est toi des cryptos? Salut des cryptos, si c'est vraiment toi, bah salut man. Vraiment salut, je suis content que tu sois là avec nous. Salut mon gars, très content et très bon contenu et continue comme ça frérot. Donc les gars, est-ce que vous avez des questions pour moi? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que c'est cool? Je pense que voilà, on a bien fait les choses hein. Et voilà. Cremo loud. Yeah, Cremo driver. Thank you, bro. I know it was loud. Really loud. I'm loud. Mais yo, voilà les gars, man. So, dites-moi sur Twitch, dites-moi sur YouTube si ça va, si c'est good, si vous avez des questions pour moi, si je sais pas, man. On va voir un peu ce qui se passe sur les analyses techniques un tout petit peu. Le dollar qui veut bien finir la semaine. Ah, c'est bien, 68, c'est pas vraiment un gros mouvement. Mais on voit le Dow Jones. Ah non, il a fermé. Ok, le Dow Jones a fermé. That's it. La semaine est fermée pour le Dow Jones. On va aller voir le weekly. Comment le Dow Jones a fermé. Regarde-moi cette putain de bougie de ouf. Et regarde-moi comment le weekly, ça paraît tellement propre. Regarde-moi, c'est high, lower high et lower high. Donc, ça serait tellement normal. Et moi, je le pousse à le faire. De monter et toucher ce trendline. OK? Donc, ça, c'est une chose qui, je pense, à 90% pourrait arriver lundi prochain. En même temps, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai à vous montrer ici comme une... voilà, tu vois clairement une bearish divergence, c'est clair. Et là, tu la vois sur le weekly. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis, surtout quand tu repères ce genre de choses dans des time frames plus grands, c'est juste une question de temps, tu vois. Tu vois ce sommet-là, tu vois un lower high, et tu vois ici, tu vois une divergence dans le prix. Donc, c'est une question de temps. So, le Dow Jones a fermé. Ok, il reste combien de temps pour le... Tu vois, le Dow Jones a fermé. Le dollar, il pompe. Tu vois comment le dollar, il pompe vraiment beaucoup. Quand je dis pompe, c'est pas un pompe là. Je suis pas en train de parler de pompe là. Voilà, c'est fini, un nouveau all-time high là. Je suis en train de te dire que il y a une réaction positive. Le moment où le Dow Jones a arrêté. Tu vois? Donc, ça c'est bien. Donc, il n'y a plus une influence qui pourrait continuer à influencer négativement le dollar jusqu'à la fin de sa semaine. Il lui reste 2h47 minutes. Donc, on pourrait voir le dollar continuer à monter et peut-être faire un bullish engulfing candle. Donc, si le dollar te fait un bullish engulfing candle, il s'arrange. Là, on est dans le 4 heures. On va aller dans le daily, c'est mieux.
On va aller dans le daily. Donc, voilà, le daily avec cette bougie verte comme ça, si vraiment il remonte, il s'arrange à fermer vraiment comme ça, yo, tu pourrais dire que, peut-être qu'il va commencer rouge, mais la suite, elle est vers le nord, tu vois. Donc ça, c'est des choses, parce que le 4 heures, il pourrait vraiment finir la semaine avec un bullish engulfing candle, mais là, ça va prendre énormément d'argent et tout, et tout, et tout. Mais, on va voir comment ça va se passer. Mais juste pour vous dire, tu vois, le moment où le Dow Jones a arrêté, boum, t'as le dollar qui commence à bouger. Ici, on voit tu vois, le Dow Jones a arrêté. Il n'y a pas vraiment une influence qui va influencer le Bitcoin à pomper. Donc maintenant, vu que le dollar, il pompe un tout petit peu, tu as le Bitcoin qui chute. Donc la seule influence qui impacte le Bitcoin, c'est le dollar. Ouais, c'est ça. Parce que Bitcoin suit le Dow Jones. Si le Dow Jones pompe, il pompe. Maintenant, le dollar, s'il chute, Bitcoin pompe. Donc, c'est la seule façon pour que Bitcoin pompe, pour l'instant. OK? Après, il n'y aura plus d'influence après, ni le Dow Jones, ni le dollar. C'est leur semaine finie aujourd'hui. Donc, le week-end, est-ce que le week-end sera positif? Encore une fois, si ça vient, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. OK? Mais après, ça me dérangerait pas, tu vois. Mais en même temps, ce pattern, je le connais. Ce genre de pattern que j'ai vu énormément de fois. Ça pourrait faire un truc comme ça. Et boum. Ça pourrait le faire. Ça pourrait vraiment le faire. OK? Donc, on va voir comment ça va se passer. Peut-être le week-end, ça va traîner comme ça. Ça va traîner comme ça le week-end. Et là, lundi, ça part. Donc, ça pourrait vraiment arriver. OK? C'est parce que c'est un pattern que je connais. Parce que quand tu as ça à l'envers, l'autre côté comme ça, ben, ça te fait ça. Boum. Tan. Ça, c'est un pattern que je vois souvent arriver. Et quand il arrive, c'est toujours le même outcome. OK? Donc voilà. Et je vais faire le giveaway parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas regarder les vidéos. Malheureusement pour vous, je suis vraiment désolé. Parce que cette vidéo ce soir, c'est une belle vidéo. Elle est magnifiquement belle. J'ai hâte de la regarder. Je vais me rouler un joint, je vais m'asseoir et je vais regarder le 1h30 au complet avec vous parce que c'est Jim Records qui va parler de CBDC, Bretton Woods, blablabla, Gold Standard. Donc, c'est des choses vraiment qu'on devrait vraiment bien finir notre soirée avec et bien finir notre semaine avec. So, je vais quand même d'abord vous dire encore une fois, allez liker, follower Dolian et follower l'artiste. Donc, je vais vous mettre le lien encore une fois pour les gens qui n'ont pas encore joué. Je vous mets le lien sur le chat de YouTube et je vous mets le lien sur le chat de Twitch. Faites ce qu'il faut, la famille. OK, donc je vous laisse 30 secondes, 15 secondes et on va aller chercher les gagnants. Donc, comme je vous ai dit, il y en aura 20. J'espère que le comment picker ne va pas me faire... ah merde, c'est quoi ça? Ne va pas me faire ce qu'il m'a fait hier. Tu vois, j'espère vraiment qu'il va être indulgent ce soir. Il va être cool avec moi. Donc, on va aller chercher le tweet. Il est là. Copy link. Boom. Pop. L'autre tweet. On met 5. On va commencer 5 par 5. OK? OK. So, premier truc. Boom. On le fait. Continue. Il y en a 5 ici. Big and draw. Et voilà. Mitsu. Quentin Geronimo. Mustapha Ndao. Ray 180, Bruno CIC. Ben les gars, vous 5, vous m'écrivez sur Twitter. OK, Quentin Geronimo, je sais, toi tu as gagné souvent, mais c'est pas grave, félicitations encore une fois. Écrivez-moi sur Twitter, OK? Écrivez-moi sur Twitter pour les gens qui ont gagné. Je ne vais pas prendre les photos. Je vais prendre une photo des gens qui ont gagné, c'est sûr et certain là. Mais Javi, si t'es là encore, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre des photos des gagnants, s'il te plaît? Juste un screenshot là, avec ton téléphone et tu me l'envoies après, s'il te plaît. Un de mes administrateurs, s'il est là, s'il vous plaît, qui fasse ça pour moi, ok? Donc ça va être ça le NFT encore une fois, c'est ce que vous allez gagner, ok? Ça va être ça ce NFT. Il est cool, c'est comme l'autre mais différent, ok? Donc les 5 premiers, bravo à vous. Mitsu, Quentin Geronimo, Mustapha Ndao, R160, Bruno CIC.
Javi, prends le screenshot, s'il te plaît, ok? S'il te plaît, Javi, prends le screenshot, ok? On va recommencer encore. Javi, réponds-moi. Pour de vrai, je vais pas bouger jusqu'à que tu me réponds. Javi. Vous me suivez à fond. Bah merci Mia Dubaï. Miel Dubaï. Mais merci à vous les gars. Voilà, vous me faites plaisir. Vous me suivez comme ça, ça me touche énormément vraiment. Et comme je t'ai dit, passe un gros salut à toute l'équipe là-bas dans votre groupe Telegram. Un gros salut. Courage, force à vous. Merci pour votre support. Et voilà. Et j'espère que voilà, vous croisez dans mes streams, etc. etc. Et j'espère même faire peut-être un jour faire un stream avec des cryptos. Ça serait vraiment cool. Donc voilà, je lance le combat. Comme Rof et Booba. On va lui l'invitation, on va voir s'il va accepter. Remets et je screenshot. Voilà, il est là le screenshot. Ok. Donc reste avec moi jusqu'à que le giveaway finisse. Donc tu as 3 autres screenshots à faire. Ok. On va aller chercher les autres. Boum. C'est pas là. Michael Diabé, CryptoCat, Fred du Kentucky, Rakis, Hassan San. C'est pas grave. Même si on voit pas bien, c'est pas grave. Au moins, après, voilà. J'espère qu'ils vont m'écrire. Hein. Ils vont regarder les streams. Ils vont regarder le regarder. Les gagnants qui m'écrivent. Après, les gars, si vous voulez pas votre NFT, y a pas de problème. Mais les gens qui vont m'écrire et qui vont m'envoyer une adresse Ethereum qui comprend des NFT, il n'y a aucun problème. Mais après, si vous prenez du temps, après 1 semaine, 2 semaines, je vais vous oublier là. Les choses passent. Donc, on essaie de faire profiter le plus de monde possible. Donc, Javi, c'est bien, prends le screenshot. Si ça aussi on voit mal. Si on voit pas mal, c'est pas grave. Mais les gens, j'espère qu'ils me regardent. Si tu as joué, c'est que tu es en train de me regarder, j'espère. Fais pas le chevreuil. Si tu as gagné, envoie-moi une adresse. Écrive-moi sur Twitter en privé. Je le dis, je le répète, écrivez-moi sur Twitter en privé pour les gagnants. Ok ? Donc, il y en a 10 maintenant. Là, on va aller chercher 15. On va aller chercher la 3e batch des 5 prochains gagnants. Ok. Boum. C'est qui? Med, Javi. Javi, mon gars. Dorjo, Bilou. Ah, Bilou, toi, c'est ta semaine. Toi, va au casino. Je te dis, va au casino. Je te dis, va au casino, frère. Sib. Donc, les gars, la 3e batch, vous m'écrivez, s'il vous plaît, les gars. Med, Javi, Dorjo, Bilou, Sib. Ok? Faites ce qu'il faut, les gars. Donc, encore une fois, félicitations à la 3e batch des 5 gagnants. Et on attaque maintenant la dernière batch des 5 derniers gagnants. Et s'il vous plaît, les gars, écrivez-moi. Écrivez-moi sur Twitter, pour l'amour de Dieu, si vous voulez votre NFT. Ok? Maintenant, on va aller chercher la dernière batch. 5, encore une fois. T'as vu comment je vous fais plaisir? Voilà, je vous fais plaisir. Je me fatigue, je stresse pour vous, je vous supplie. Pour vous, hein, je gagne rien, que dalle. Même pas 0. Ça me fait plaisir. Continue. Boum. 5. Alors, que les 5 derniers gagnants, que les meilleurs gagnent. Et on lance ça. Quentin Geronimo, Bilou, La Crise, Euro, Crypto, Capt Cook et DJI Crypto. Donc vous les gars, vous avez gagné, je sais même pas combien de NFT, mais juste rappelez-le moi sur Twitter. Rappelez-le moi parce que je sais que Bilou il a gagné quoi, 2 NFT de suite. Aujourd'hui, 2 hier, toi aussi Quentin Geronimo, Faxou, Capt Cook aussi si je ne me trompe pas, DJI Crypto aussi. Donc les gars qui ont gagné, écrivez-moi sur Twitter et mettez-moi aussi
combien vous avez gagné parce que je vous oublie là les gars, s'il vous plaît. Donc faites votre part des choses, please, pour que vous recevez vos trucs. Donc comme Quentin Géronimo, je pense que tu vas recevoir 4 NFT, 2 rouges, 2 noirs si je ne me trompe pas. Bilou, même chose. Sans parler des autres NFT que vous avez gagnés auparavant au cours de la semaine. Donc félicitations à tout le monde. Bravo à vous les gars. Écoutez, c'est pas moi qui choisis les gagnants. Petit à petit, un jour, tu vas gagner. Mais bien sûr que la semaine prochaine, si on retombe sur les mêmes personnes, on va arrêter. Pour de vrai, parce que là, ça devient comme si l'algorithme vous adore. Tu sais, il vous aime là. Là, c'est abusé. On va donner plus de chance à plus de monde. Ok? Donc voilà les gars. Je remercie toutes les personnes qui sont restées. Maintenant, on va attaquer la vidéo. Je salue tout le monde. Et bien sûr, un joyeux week-end pour les gens qui vont partir. Salut à vous les gars. Profitez, amusez-vous bien. Profitez encore une fois. Et voilà. Et les gens qui vont rester, ça va être une très 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 belle vidéo. Et on regarde ça ensemble. 1h30. Donc ça se peut que je parle pendant la vidéo. S'il y a quelque chose qui m'attire et tout. Sinon, je vous dis un bon visionnement et les autres, un bon week-end. Ok la famille? On continue et à tout à l'heure. Boum. Wilson. Hi, I'm Jim Rickards, the editor of Strategic Intelligence, and I'm coming to you today from Bretton Woods, New Hampshire. You've all heard the name Bretton Woods. Well, it's a real town, upstate New Hampshire, and I'm in the Mount Washington Hotel. This is the exact site where the Bretton Woods agreements were negotiated by 45 or so nations from around the world, and then ultimately signed into the Articles of Association, a treaty really, that set the international monetary system on its course ever since. Yeah, there was a little bump in the road in August 1971 when Richard Nixon closed the gold window, said no more redemption of dollars for gold. But that wasn't the end of the Bretton Woods institutions. The IMF, International Monetary Fund, the World Bank, and what later became the World Trade Organization, the 3 most powerful multilateral financial organizations in the world, were all established here at Bretton Woods, and they continue to dominate the international financial system today. In particular, I'm not just in the Mount Washington Hotel here in Bretton Woods, New Hampshire. I'm in the Gold Room. The Gold Room is the exact spot where the Articles of Association was signed. This is where the treaty was signed. It's actually the original table and chairs. It's a spectacular place if you ever get in this area, well worth a visit. But it's a National Historic Landmark, and again, we're sitting at the exact table where the treaty was signed. Hopefully, maybe we'll have a new Bretton Woods someday, get back to the gold standard, and everyone can come back here and do it again. We're here for a live stream. It's called Live from Bretton Woods, Money and Power. Live from Bretton Woods, Money and Power. It's coming to you in a matter of minutes. Thanks for tuning in. Thanks for joining us. This live stream features a panel with myself, Danielle DiMartino Booth, and hosted by Doug Hill, who's a very familiar face and name in our media and our efforts at Paradigm Press and in Strategic Intelligence. I'm sure a lot of you have heard of Danielle DiMartino Booth. For those of you who may not have, she is a frequent presence on financial TV, whether it's Bloomberg TV, CNBC, Fox Business, has her own website, does a lot of public speaking. So if you're on the circuit of conferences on international monetary matters or even just the domestic economy, she's there. Danielle is the go-to person on Federal Reserve information and advice. She used to work at the Federal Reserve Bank of Dallas. I had occasion to speak with her ex-boss, Richard Fisher, who is the president down there. Everyone thinks very highly of her, and she's done an enormous amount of work. We cover the Fed closely ourselves, of course, in some of our publications, Countdown to Crisis in particular. So we're all over the Fed. We have our channels, but Danielle is absolutely one of the go-to people on that. So putting the two of us on stage with Doug as a moderator, hopefully is a very good, as I say, live stream coming to you in real time. A very good experience today. Thanks for joining us. Welcome aboard, and we'll see you soon. Thanks. Bye. To our Money and Power live stream event here in the beautiful, historic
Mount Washington Hotel in Bretton Woods, New Hampshire. My name is Doug Hill, and I'll be your host this afternoon. And before we introduce our esteemed guest here today, I think it's important to frame why we're here and why this event is so important. You know, if you look back over the last 10 years or so, we've seen historically and artificially low interest rates for about 10 years or so. We've seen massive amounts of QE being funneled into our banking system. Then in 2020, we saw a massive market crash and a massive recovery in the shortest period in the post-war era, followed by inflation rates we haven't seen in 40 years. Now, in 2022, the Federal Reserve is raising rates. They've done so 4 times this year. They plan on doing it more as the year goes on. We have a hot war raging in Europe. We have NATO sanctions failing spectacularly. And now we have saber rattling in Asia. So it is a mess out there. But luckily for you, we have our 2 guests here today. Now, first off, I'd like to introduce Danielle Martino-Booth. She is a former Dallas Fed advisor. She is the CEO and founder of Quill Intelligence, and she's also the author of the book Fed Up, an insider's view on why the Federal Reserve is bad for America. Danielle, thank you for coming. Thank you for having me. And of course, to Danielle's right, we have the man of the year for Paradigm Press, Jim Rickards. Jim is the author and editor of Strategic Intelligence. He's also the editor for Countdown to Crisis, Currency Wars, and he's a former CIA and Pentagon advisor. Jim, good to see you again. Good to be with you, Doug. Okay, well, for today's event, I am going to feed questions to Danielle and Jim, and I would like to start with you, Danielle, if we could. So the Federal Reserve is raising rates. What is the chances that the Federal Reserve will have the stomach and the tools to raise interest rates high enough to quell inflation? Well, I mean, that's the question of the hour. That's the question of the year. The markets clearly are operating on the assumption that the Fed will not at least have the Constitution. Mm-hmm. They won't have the wherewithal, even if they theoretically have the tools. Because when you think about 2019, when you think about 2018, when you think about times in which the Fed was double tightening, when they were raising interest rates concurrently with shrinking the balance sheet, risky asset prices really didn't like it. Mm-hmm. But if you look at it through that lens, well, back then they just had several $1 trillion laying around that they could roll off the balance sheet. Now they've got 9 as a starting point, $9 trillion. So does the Fed have the tools to tame inflation by way of destroying demand, by pulling liquidity out of an over-indebted system created by those artificially repressed interest rates for more than a decade that you started off by setting as a backdrop? Yes, they do. But again, I go back to the wherewithal, the Constitution, and that is really going to come to whether or not in an indebted world in which we have. This is not Paul Volcker in 1981. We don't have 30% debt to GDP. We have 130% of debt to GDP and growing every day. Will Jay Powell be able to stay the course? Right. And that is really the burning question. My short answer is I think he's going to go further than the market's anticipating right now. And at what cost will he do that? What cost is he willing to bear? I think that right now we're calling it a technical recession. You got to get your air quotes. T'as vu qu'est-ce qu'ils ont dit au début? Elle a dit, au début la femme, elle a dit clairement, elle a dit les marchés en ce moment, ils anticipent que la Fed va être elle va être cool, elle ne va pas être agressive. C'est pour ça que les marchés sont en train de pomper. Voilà. Maintenant, on a une logique qui est très sérieuse. Je ne suis pas en train de dire suivez-la, hein, mais c'est des gens qui sont sérieux. Vous connaissez Jim Rickards, un ancien de la CIA, etc., etc. Ils savent ce qui se passe. Donc, en te disant ça, comme quoi les marchés, ils agissent, ils pompent en anticipation comme quoi la Fed va être gentille cette fois, hein? C'est comme on dit, ils achètent la rumeur. Donc, encore une fois, c'est de la bullshit. C'est une rumeur comme quoi la Fed va être gentille. Mais d'après elle et d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'elle vient d'expliquer, j'espère que vous avez lu là, la traduction et tout, ils vont choquer le monde. C'est pour ça le 13 septembre et le 21 septembre, ça va être le
moment, juste avant, ou bien à ce moment, il y a un revirement. Donc, encore une fois, mes prédictions tiennent la route. Et c'est pour ça l'inévitable, je vous dis, il est inévitable. Donc, on continue à regarder. Out. We're calling it a technical recession. It's not a technical recession for the employees of Zappos, where a 325,000 square feet distribution facility was closed today. For them, it's a very real recession. And for all the people who've been laid off, and for all families who really have been ravaged by inflation, there is no question as to whether or not the U.S. is in recession or not. The National Bureau of Economic Research may take a long time to backdate it, timestamp it to January of 2022, but that's what happens when you have a flash recession of 2 months' time and then a 20-month recovery. And in many ways, this feels a lot like the double-dip recession of the early 1980s. And those are the parallels that I tend to draw. And I think that Jay Powell knows, being that he is a lawyer by training and not a PhD in economics, he's a little bit more on the ground than your typical PhD, pure PhD running the Federal Reserve. I think he knows we're in recession as well, and I think he's willing to cross that Rubicon and keep going. Yeah, okay. Now, Jim, you've been stating for a long time now that the Fed's going to continue to raise rates. It's going to have a massive impact on the market. Can you update your thesis for everyone that's watching here today? Sure. The Fed has, they operate through the Federal Open Market Committee, FOMC. They have a very irregular schedule. They meet 8 times a year. It's not quarterly or monthly. It's just sort of every 6-7 weeks. They tell you in advance. It's not a secret, but it's kind of hard to get the tempo in terms of a lot of monthly data that we all look at. But they just come through a sequence of meetings in March, March, April, May, June, and July. And so that's 5 meetings, and they had 5 rate hikes. Remember, March 1st, they were 0. So it's here we are at in early August, but that's 5 rate hikes in a short period of time. They went 25 basis points in March, then 50 in May. April, 50 and 75 in May. Another 50 in May, 75 in June, 75 in July. The 75 basis point hike in June was the first 75 basis point hike since 1994. They've been moving in baby steps, 25% up or down. Probably you have to go back almost 30 years to get them to find another example of 75 basis points. And to raise that high that fast, you are looking back at the Paul Volcker days. And of course, Paul Volcker took interest rates to 20%. We're nowhere near that level. But from 0 to where we are now, 2.25 in 5 months is extraordinary. And then, as Danielle mentioned, they're also reducing the money supply at the same time. Pardon me. I run into people all the time that go, the Fed has to stop money printing. They stopped a while ago. They're burning money. They are reducing the money supply. And they just do it by selling bonds to dealers, and then the dealers pay them the money. That money disappears. It's the opposite of how they print money. The money just disappears. The other way they do it, they can just hold it to maturity. So if you have a 2-year note that you bought 2 years ago and it matures, the Treasury just sends you the money. Right. You don't have to sell it. But that's another way, just by standing still, assuming you don't roll it over, of reducing the balance sheet. It's an inexact science, but economists estimate that every $500 billion of balance sheet reduction is roughly equivalent to a 1% interest rate hike. So you're looking at $80 billion a month. That's $960 billion a year, call it $1 trillion for a round number. So that's somewhere between 1 and 2 percentage points of tightening equivalent on top of what they're already doing. Now, what are they going to do for the rest of the year? They have meetings in September, November, and December. So there are 3 meetings left. No meeting in August. We get to take August off. And Jay Powell did a very funny thing at the press conference following the last FOMC meeting at the end of July. He said, a reporter asked him, are you going to raise 75 basis points again in September? And he said, well, it's possible. He didn't rule it out, but he didn't say they're going to. He said, we really have to look at the data. The Fed always likes to leave themselves some wiggle room. They'll leak it to their favorite reporter sometime in the last week of August. So we'll know before mid-September, because the meeting's in late September. We'll know before the meeting, but we don't know right now. But neither do they. They're just going to kind of look at data and play it by ear. But he didn't rule it out. But then he said a very interesting thing. He said, we kind of want to not talk about it, because there's so many different variables in play. Inflation's one, unemployment's another, labor force participation. You kind of want to not talk about it, like an extended, what they call blackout period. Okay, so you can kind of break on that. But then in the next breath,
He said, but I think by the end of the year we'll end up where the dots tell us. Well, what are the dots? The dots is a dot plot where all the presidents of the Federal Reserve Bank and the Board of Governors and others are invited to give their personal, individual projections of where they think interest rates and growth are going to be on an extended forward basis. Well, you can take all those dots and you can, first of all, average them, which is what the business media does. So you can put them on a plot and they're kind of scattered and find a central tendency. You can do all that. I happen to know from Fed insiders that the dots are regarded as a joke inside the Fed. They wish they had never started it. They don't take it seriously. It's just a bunch of people throwing darts at a dartboard, but they can't get out of it. It was one of these PR things. I think Bernanke started it, but they can't get out of it. They have to do it. The media loves it because it gives them something to talk about, but they're not taken seriously as a policy guide. Except Powell said, I think the dots are going to end up being right. And if I go, what do the dots say? They said by December 31st, you're going to be 3.5. Okay, so if you're 2.25 now, and you're going to be 3.5 by year end, and there are 3 meetings left, divide. Even I can do that math. Divide one, and I would say a lot of, calculus is handy, but you really just need 7th grade math for a lot of this. So 1.25% in 3 meetings, assuming they don't use an odd number, that looks like 50, 50, 25. 50 in September, 50 in November, 25 in December. So that would get you to 3.5, and that would validate Powell. So on the one hand, he's saying we're not going to forecast anymore. And the next, a second later, he tells you exactly what they're going to do. With one problem, which was his original qualification. Why did he not put a stake in the ground in September? Was based on data. It was only 2 days after he said that the employment report came out. Unemployment fell to 3.5%. Job creation was well above expectations, somewhere in the 500,000. It was a very strong report. Now, I could, without taking too much time, I could digress and tell you why that unemployment data is almost irrelevant. That sounds like a major statement, but it's kind of irrelevant when you look at other data available that tells you the labor market's in much worse condition. But that said, that's what they look at. And when I do a Fed analysis, people go, well, this isn't true, that isn't true. I said, well, I know that, but I have to think the way they do. And I'm sure Danielle would agree. Yep. You can't just put your prejudices and your biases and your models first. You can do that, but you're not going to forecast Fed policy unless you think the way they do. Right. So if they're looking at bad data, you have to look at the same bad data to kind of figure out what they're doing. And so based on that, I revised my forecast for the September meeting to 75 basis points. It was kind of 75 maybe. J'espère que vous avez écouté ce qu'il dit le monsieur. Hein. C'est vraiment, encore une fois, je ne vais pas bloquer la vidéo juste pour faire le prétentieux et tout. C'est vraiment exactement ce que je vous dis. C'est exactement mot pour mot ce que je vous dis. Là, ils disent, d'ici la fin de l'année, on parle de 3,5%, 4%. Donc, il reste 3 autres meetings en septembre, en novembre et en décembre. Le mois d'août, ils ont pris le break. Et vous vous rappelez le mois de juillet, qu'est-ce que je vous ai dit? On pourrait voir un pompe le mois d'août. Je vous l'ai dit, oui ou non? La vérité, il ne faut pas mentir, les gars. Surtout pour les gens de Discord. Les gens de Discord, quand je faisais des vidéos sur le Discord, je leur ai dit, on pourrait voir un pompe le mois d'août. Et on a eu le pompe le mois d'août, ok? Donc, maintenant, c'est un break. Maintenant, qu'est-ce qu'ils prévoient? Ils disent, OK, il y a 3 meetings qui restent. Donc, si on monte d'ici 3, s'ils comptent monter à 3,5% ou 4% de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, donc il reste 50 points pour le mois de septembre, 50 points pour le mois de novembre et 25 points pour le mois de décembre, normalement. Mais la data, la vraie data qu'il te dit, même si la Fed regarde une mauvaise data, il faut que tu regardes la même data que eux. Même si toi tu penses que c'est une mauvaise data, il faut que tu regardes la même data que eux pour que tu saches qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est pas une data que, ah non, moi c'est d'après mon modèle, d'après ma façon de voir les choses, d'après ma façon de, mon feeling et tout. Tu regardes pas la data, tu regardes une autre data que la Fed ne regarde pas. C'est là que tu vas te tromper. C'est pour ça que je vous dis, le marché du travail, même s'il montre des déclins ailleurs dans d'autres statistiques, il montre qu'il est fort. Parce que la nouvelle qui est sortie, et je pense qu'on l'a tous connu, le marché du travail, il a bien performé au deuxième trimestre, meilleur que ce qui était prévu. Donc, la Fed regarde ça. Et là, qu'est-ce que la femme, elle a dit au début? Elle a dit, je pense que la Fed va être méchante. Et les markets sont en train de monter par anticipation, comme quoi la Fed ne va pas être méchante et ne va pas être agressive le mois de septembre. Donc, c'est pour ça que ça pompe. Et c'est pour ça que je vous ai mis les deux lignes, les deux lignes, le 13 septembre et le 21 septembre. Ça va être le moment juste avant ou peut-être le moment ou peut-être la même date, le 13 septembre, les choses vont commencer à couler.
C'est ce que je pense et moi je suis confiant à 1000%. Parce qu'elle, elle pense 75% et lui, il pense 75%. Voilà. Donc, I'm sorry, mais Lord, le gars, le petit con, le petit chevreuil, le clown, whatever, comment les gens me traitent, j'ai raison, man. That's it. Comme l'immobilier. Donc, on continue à regarder. It looks like 50 according to Powell, but based on that unemployment report, I'm back to 75. Now that could change between now and the middle of September. Our readers, get all those updates. And as I say, that's the easiest part of forecasting because the Fed really does tell you what they're going to do. Not at this late, but by mid-September, Nick Timiraos of the Wall Street Journal will get the story, and we'll know, but not yet. But based on that, and there's not a whole lot of data between now and then, you'd have to say, okay, they're back to 75. And today's inflation report, notwithstanding President Biden's statement that inflation was zero, he did say that at the podium in the press room at the White House. Bless his heart. He said zero, Must and be then he repeated it. He said zero for emphasis. I don't know if he leaned into the mic. I didn't see the live tape, but I read the transcript. So, but where'd that come from? Well, technically, if you look month over month, July over June, it was zero or close to zero. But that's not how anyone does it. That's not how anyone thinks about it. That's not how the Bureau of Labor Statistics report it. They report it year over year. So if you take July 2022 over July 2021, which is the way it's always been done, the way every analyst looks at it, that number is 8.5%. So I don't know what the White House, I don't have to blame Biden, it's just his speechwriter or whatever, but I don't know what the White House was thinking, if they think we're not paying attention or we can't do the math, but inflation was actually 8.5%. Now, down from 9.1, yeah, okay, that's a step in the right direction. Market's screaming based on that, which is another head fake in the following sense that the market says, kind of going to Danielle's point about Powell's path, and I agree with her, he's going to stay tougher longer than the market expects, but we can talk more about that. But the market's saying, oh, inflation's cooling down, the Fed's going to have to pivot, meaning stop raising rates by early next year, maybe cut rates, and so buy stocks because rates are coming down. Right. Exactly. That's what Robert Schober called the narrative. And narratives are powerful. If enough people believe them, then that's how markets act. But the reality is that, first of all, who says inflation is coming down? It came down 1 month, but that could be it could be up the next month. So we don't know. There's a lot of things in play. Certainly, energy prices are down for the moment, but they could bounce back very strongly in late this year because of the Russian embargo and Russia's plans to turn off the valves to natural gas and a few other things. But who says that Powell's going to pivot that early? In other words, he's a man on a mission in terms of inflation. Even if inflation comes down to 6, and I'm not forecasting that, but if it does, it's still 6. 5 is hot. 4 is hot. I mean, they tried for 10 years to get to 2 and couldn't do it. Right. So they're kind of, there's some people cheering the high inflation because it melts the debt, melts the real value of the debt. That's one of the hidden agendas. But beyond that, Powell is not going to be able to pat himself on the back and say mission accomplished even at 6% or 5%. So I think he's going to keep going. And then just one more footnote, which is, market thinks falling inflation is good for stocks. Well, why is it falling? We could be going into a really severe recession. We're in a recession. I agree with Danielle on that. We're in a recession. I'm not going to hold my breath waiting for the National Bureau of Economic Research to tell me what I already know. We're in a recession. But who's to say that doesn't get a lot worse? Right. There's a lot coming on the employment side that looks really bad. Yep. So if the market's right and Powell does pivot, either pause or cut rates early next year, and I don't think he will, but even if he does, that's because the recession is so bad that he has no choice. And why is that good for stocks? Right. So it's either inflation is going to stay hot, in which case you shouldn't love stocks, or if it cools off fast, it's because we're in a worse recession and you shouldn't love stocks. But anyway, the narrative rules for the time being. Well, many of your readers are here and they've heard you talk about interest rate hikes and so forth. Is the approach to what this is going to do to the markets, the idea that raising interest rates is going to hurt the markets eventually, even though when we get news items like this and inflation's zero and the markets pop up, are you still predicting an 80% Dow drop from the highs earlier this year? That's certainly possible if a couple more things would have to fall into place. I never rule that out. Yep. That's not,
it's a contingent forecast or a conditional forecast. A couple more things have to fall in place. Yep. The recession's here, rate hikes are here, monetary tightening in the form of reducing the base money is here. Although those are important things, but there are other even bigger factors out there. One of them, and we can talk about it more if you like, we might be looking at something worse than a really bad recession. We might be looking at a global liquidity crisis. And for that, you really have to go behind the curtain, get deep in the plumbing of the international monetary system, understand the role of Eurodollars, understand what the Eurodollar futures yield curve is showing us, or the curve of futures prices is showing us. So that's a lot more technical. I mean, you can explain it in lay terms, but there are strong signs of that. If that emerges, forget it. Then 80% is not off the table. I do want to follow up on the liquidity crisis later, but first, I want to go back to Danielle. So you're a Fed insider, or were a Fed insider. You know how Not anymore. Not anymore. Certainly not after writing that Not book. after that, nor am I on any holiday lists after that subtitle. But But you know how the Fed governors think. So what is it that keeps Fed governors up in a period like this, up at night? What do they worry about? So I actually think that the biggest boogeyman for Fed governors remains, and this is just part of the mindset of Greenspan's legacy, the legacy that he set. Deflation is still the biggest boogeyman for central bankers. It's still the thing that keeps them up the most at night. Because they say to themselves, well, we've definitely, we've got the tools to fight inflation. We can take interest rates to the moon. We can shrink that $9 trillion beast of a balance sheet. So we have ample tools to address inflation. Deflation, when debt is this high, they really cannot address. And so that is what I think is really the motivation behind a lot of the reactionary way in which monetary policy is made, as opposed to being preemptive, which they would have obviously stopped buying mortgage-backed securities in the midst of the biggest housing speculative bubble of all time, including what we saw at the turn of the century that led up to the housing bubble bursting, and yet they didn't. And that was in part because the Fed it's motivated by fear, and that is not a good way to make policy, and yet that is how it happens. People, especially the people on my Twitter feed, they spend inordinate amounts of time thinking of these conspiracies that are going on inside of the Eccles buildings, and I'm like, no, these are petrified, paranoid academics. And they simply make policy based on models, and they're told what to do, and that's not a way to run the biggest central bank, the most influential central bank in the world, when all of this liquidity has been created and now it's being depleted. So, and that is why, I think Powell may end up being the man who surprises the world, because he understands that the models led him astray. And if he's come back to his roots of being fairly rational and on the ground, then I think he will say, if 2% is the goal, then 5% is certainly not saying we've reached the goal. So that's not how it works. So we will see, but until something breaks, which I say all the time, when I say breaks, I mean breaks in the global financial system, ignites systemic risk, becomes a global affair, the same way that when the subprime bubble burst, we discovered what a German Landesbank was, simply because they owned a lot of U.S. subprime mortgages. And that's what systemic risk is. It's something that you cannot predict. You can never blueprint how it's going to play out. But until something of that magnitude occurs, I don't think Powell steps back. So in that environment, is it reasonable to assume that if their target is 2%, and we're already in an inflationary environment much higher than that, that they're likely to miss to the high side so they don't go too far the other way and enter deflationary period? One would think, but again, if you get interest rates, if you get inflation as low as the Fed wants it, right now that mechanism is demand destruction. So if they destroy enough demand, if the recession's deep enough, then they'll get to their goal. But will they? Because they're supposed to safeguard the U.S. economy. So it's not an enviable position to be in. On the other hand, they created the situation. Demand destruction being consumers don't want to buy, they don't have the money to buy things, and we're in a very bad recession or depression. You go from suffering inflation, the most regressive of all taxes, to not having a job.
Right. So both of them really take a bite out of your budget. Right. And I don't mean to be, cheeky about it, but that's what demand destruction is. Okay. And they have been, even the most dovish Fed officials have been saying the labor market is just too strong, which means, in other words, we need to destroy jobs. That's Right. what they're saying if you hold that statement up to a mirror. Yeah, okay. Jim, I wanted to ask you about, we've learned a lot of new terms in the last 15 years, quantitative easing and tightening and so forth. The latest one is this thing called modern monetary theory. Oh. Now, this is a few years ago, right? Right. That I think it started becoming a term that people like myself have heard about. So can you define what that is? And is it a good thing for people watching? Is it good for their retirement accounts? Is it good for, what is monetary? Can't wait for this. What is MMT and what is it good for? Well, unfortunately, I can define it, which means I've read a lot about it. It was painful, but I got through all the text. For modern monetary theory, MMT, first of all, it's well over 100 years old, maybe 140 years old. Okay. So there's nothing particularly modern about it. It goes by another name, chartalism, but it's the same thing. The leading text leading book was written by a professor named Georg Knapp in around 1910 or the early 1900s, around 1915 or whatever, in German. It's been translated, but that's the leading text. And chartalism comes from that. Well, the idea, just to kind of go back to the origin, the idea is the money is what the state says it is. If the state says it's money, it's money. And I think, okay, interesting. How do you actually enforce that? How do you back that up? And the way you back it up is taxation. So if we all make money, gains, payments, income, whatever, and the state says you got to pay tax on it. Mm-hmm. And by the way, we will only accept our definition of money in the form of taxes. So if you don't go along with our definition of money, you can't pay your taxes. And if you can't pay your taxes, you end up in jail. Right. So this kind of goes to Mao Zedong, power comes from the barrel of a gun. Right. But that's, I point out, I've done long interviews that got, put in the memory hole, because I do come back to this idea of violence and brute force and state power behind the definition of money. And it's got roots in fascism and worse. So they don't like to be reminded of that, but that's all true. But the idea is that money is what the state says it is, because the state says that's the only thing we take in the form of taxes. If you don't pay your taxes, we'll put you in jail. Right. Okay. Now, and that's where chartalism comes from, because the King's Charter or the Queen's Charter or whatever. So if that's your starting place, then there's no comparison between a national budget and an individual budget. If you and I don't pay our bills, someone's going to repossess the car or take the keys to the house or whatever. So we got to balance our budgets over some time frame. But if the government doesn't pay its bills, so what? Just print some more money. And or raise money in the form of bonds, and then you say, well, what if they don't want to buy the bonds? If the market doesn't want to buy the bonds, and the interest rates are, well, that's what central banks are for. The central bank will buy the bonds, keep the rates low. Oh yeah, but who's going to pay the central bank? Well, we'll just issue more. Now I realize this. Some of this sounds laughable, but I'm telling you verbatim. This is what modern monetary theory is. So there's no limit on how much you can spend. No limit on the size of your deficit. Danielle referred to the debt to GDP ratio. I agree, that's a very important economic indicator, but the modern monetary theorists will say, no, it's not. Doesn't Who matter. cares? It's irrelevant. US debt to GDP ratio is about 130%, but it's growing quickly. And if you look at global statistics, you say, well, who's at that lunch table? Like, who else is around 130%? The answer is Lebanon, Greece, Italy. These are your Fine company we're keeping. Fine company. your classmates. But then everyone points to Japan, where the ratio in Japan is about 280%. They say, see, Japan, you go to the Ginza, the lights are still on. Yeah. So we could go to 280% or whatever, no problem. I think Japan's a special case for a number of reasons, and I wouldn't want to be Japan. They're in a curious position where the population is declining. So their per capita numbers are actually better than their gross numbers. And Saki Kibara-san, famous Mr. Yan of the 1980s, he explained this to me personally. I had lunch with him in Korea. And of course he's right mathematically. I said, but the reductio ad absurdum is Japan ends up with one person who owns the whole country, and she's very rich. But that's kind of how the Japanese are thinking about it. So I don't know if we want to go there. But just to take it a step further, and a lot of this comes from Stephanie Kelton
and I met Stephanie, very nice person, but she's this way off on, off the reservation, so to speak, in terms of these theories, but she's done a good job of articulating them. So, for example, she says, and this is from her book, so this is not I'm not imposing this on her. She says that the government bond market is a favor to investors. We're doing you a favor by giving you something you can invest in. We don't actually need a government bond market because we could just give the Fed wire instructions to Lockheed. And if we want to buy a new fighter aircraft or Raytheon or whoever is providing services to the government or the Social Security Administration for that matter, the Fed could just wire the money directly to these government vendors. Who needs a bond market? It's kind of an inefficient pain in the neck. But we do it anyway because you guys need a place to park your money. I mean, this is what they say. Wow. And so, but just to kind of step back a little bit, big picture, what they're doing, and this can be done in practice. See, the problem with refuting modern monetary theory is you get very far down the road saying, yeah, that's actually true, that's actually true, that's actually true. At the end, it all falls down. But they go very far down a path because the truth is you could give the Fed wire instructions and they could send money to Lockheed. You could issue twice as much debt. I mean, there's a debt ceiling, but Congress routinely raises it. But what she's done and what the other theorists have done, they've taken the Treasury, which is a cabinet level executive branch office, and the Fed, which is an independent, privately owned, okay, the president picks the governors, but technically privately owned, independent agency, and she's merged them. She's merged the balance sheet of the Treasury and the Fed, said whatever the Treasury wants to spend, the Fed is there to finance it. The Fed can buy the bonds, or we can skip the bonds completely and just give the Fed wire instructions and send the money out. Now this is what they say, this is not me. So, and then you say, well, okay, I don't see what's wrong with that. I mean, it sounds, legally, I'm a lawyer also, this is all true. But even though the Treasury and the Fed are separate. But there was the Treasury-Fed Accord in World War II, which was, they got a peace treaty, I think in 1951. 1951. Yeah, so, it can be done in practice. I guess that's my point, regardless of the legalities. So, where does it all fall down? A couple things. Number one, the theorists completely ignore the role of commercial banks. They're so focused on the Fed and the Treasury. Real money, the money that counts, is created by commercial banks, not by the Fed. Pardon me, the Fed, when they create base money, that's available to banks as reserves, but there's no shortage of reserves right now. They're paying interest on excess reserves. Right. Most of the Fed's balance sheet is not cash, it's excess reserves. So there's no constraint on banks' ability to lend or borrowers' ability to borrow money and spend. That can be constrained by reserves in theory, but it's not because they have trillions in excess reserves. Okay. So that's not even an issue. But but the money's created at the banks. If people don't want to borrow and banks don't want to lend, then the M2 and M1 and M2 don't expand. And then velocity, which is the turnover of money, is collapsing. It's up a little bit recently, but that's after a Red Bull cliff dive in 2020. And that's, I always say, if you have $24 trillion and times zero is zero. Right. Meaning if that's your money supply and your velocity is zero, you don't have an economy. So velocity is psychological. The Fed can't control it. There are all kinds of behavioral aspects. The real money that kind of creates economic activity doesn't come from the Fed, it comes from the commercial banks. They ignore the commercial banks, and then on top of everything else, they ignore foreign exchange channels. You can destroy the dollar. Like everything inside the United States can kind of look okay, but if the dollar is like, it's worth, €5 or sorry, $5 to the euro, so, it's worth 20% of what it is now. Every other currency strengthens against the dollar, or gold goes to $4,000 an ounce almost overnight. What you've done, you've devalued the dollar 80, 90%, which is what we did in the 70s. Measured in gold, you go from $35 an ounce to $800 an ounce. That's a 90% devaluation of the dollar, measured in gold. And we actually had a 50% devaluation of the dollar between 77 and 81, measured by CPI. So this has happened before, not that long ago. So they're on a path to destroy the dollar. They're on a path to destroy the international monetary system. Here we are in Bretton Woods, where it all began. But governments may be back here trying to fix things sooner than later. So now I doubt there are 5 members of Congress who could give you a tenth of what I just said about modern monetary theory. Right. But they all
They're doing it. Whether they know it or not, whether they understand it, it can define it or not, it doesn't matter. They're doing it. These multi-trillion-dollar, year-after-year deficits, debt to GDP going past 130%, unlimited bond issuance, monetization by the Fed or the commercial banks, they're playing it out. So this will end in something a lot worse than a recession. You have something to add, Yeah, Daniel? I'm gonna jump in here because I think Vous entendez qu'est-ce que les vrais ils disent? Ils vous disent que les choses vont finir d'une façon tellement chaotique qu'on va même pas décrire ça une récession. Ça va être pire que la récession. Et comment ils voient les choses? Ils voient que les choses vont venir après, pas maintenant. C'est pour ça que mon scénario, fin 2024, 2025, dans ces alentours-là, c'est là qu'on va voir ce qu'ils sont en train de décrire. Ils sont sur le path, ils sont sur la route de détruire le dollar, de détruire le système monétaire au complet. C'est ce qu'on dit depuis toujours et c'est la vérité. Pour détruire le système monétaire, c'est parce qu'ils ont une idée derrière. Et cette idée derrière, c'est un nouveau système. C'est pour ça qu'on parle de CBDCs, c'est pour ça qu'on parle de plein de choses et c'est pour ça qu'on parle de tout ça. C'est l'inévitable. XRP, c'est l'inévitable. XRP, c'est un outil dans cet inévitable, dans ce inévitable. XRP est là-dedans. C'est fou, hein, ce qu'ils disent? C'est la vérité. Tout ce qu'on dit sur Discord, tout ce qu'on dit sur ma chaîne est vrai. Real. Donc, préparez-vous quand je vous dis préparez-vous. Je ne fais pas le prétentieux, je ne fais pas le gars qui connaît tout, je ne sais pas quoi. Mais parce que je regarde ce genre de choses. Je suis les gens intelligents. Et je fais ma propre opinion. Et à la fin, regardez, on est sur la même route. C'est real, les gars. C'est real. OK? Donc, oui, on est dans une récession, comme ils disent. Mais on n'est pas dans une récession comme on devrait l'être. OK? Donc, parce que là, ils ont un problème, comme elle a expliqué la femme. Un problème, un boogeyman pour les banquiers. Et c'est la déflation. La déflation, ça veut dire qu'il y a trop de dettes. On est déjà dans énormément de dettes, tu vois. Mais avec tout ce qui se passe, etc., ils sont en train de se donner des armes pour jouer avec tout ça sans tomber dans la déflation. Et Powell, il a dit, comme elle a dit, s'il est rationnel avec tout ça, s'il est vraiment, il fait les choses sérieux comme il faut, etc., comme elle a expliqué, il va garder sa route, il va dire, même si ça a baissé, on continue. Donc voilà, man, c'est pour ça que j'arrête pas de reparler des scénarios. Ça me parle de Ethereum, merge, purge, verge, je sais pas quoi, bullshit, la Tom et Jerry ou Toy Story ou je sais pas, des stories de cartoons là qui me racontent là les gens là, Vitalik là, maigrichon de merde, il vient et me dit ouais ça va pomper parce que le RC, tous les altcoins c'est de RC20. Fuck you man. Viens suivre les vrais shit, viens je t'apprends les vrais shit. Tu vas oublier ton merge, purge ou Curge. Je sais pas c'est quoi le bordel. Anyway, on continue à regarder. I think that the rational person has been given a reprieve from MMT. And that is because it was taken on a very wild test drive with all of the fiscal spending that actually went around the banking system. So as opposed to the Federal Reserve going on this quantitative easing binge and keeping interest rates at artificially low levels and banks saying, I don't care, I'm not going to lend, no matter what you do. Right. They actually circumvented the banking system. They directly deposited money into Americans' bank accounts, and they created the mother of all inflations, which, to paraphrase, should have been addressed by Congress efficiently, raising income tax rates immediately to address it. That's because Congress is an efficient entity and functional. That all failed. And so, it created this massive inflation that ended up hurting the recipients, theoretically, of modern monetary theory, universal basic income, on an individual level. It ended up hurting them to the greatest extent. So it was curious. A few months ago, the New York Times attempted to revisit MMT. And you would think that the New York Times would come out with just at least paint it as beautifully as they possibly could. They couldn't defend it. So, Jim, I think that it might be a temporary reprieve. And
trust me, all Congresses of all parties, all stripes, all flavors will eventually go on to increase the debt even more. Right. But I think that for the moment, because American consumers have been shocked by this inflation, because we haven't seen anything like this in 40 years, and it was created by MMT, I think at least for the moment we have a rational reprieve, and I don't think that we'll see the same type of stimulus measures, the same transmission mechanism put into, again, directly deposited, circumventing the banking system. I don't think we'll see that for another few years. Well, I agree that you use the word reprieve or pause or whatever, but a couple of things. Number one, the checks from the government, and you're exactly right, there's $1,400 in the summer of 2020, there's $600 in December 2020, just before Trump left office, and then another $1,400 February, March 2021. Biden got in and said, well, I got to do my bit too, so here's another $1,400. But that was like three grand handed out, no questions asked, to everybody. Yeah, retail sales got a little pop, and Danielle's right, that's over for the time being. There's nothing in. Well, we just got this new Inflation Reduction Act, one of the great, misnomers of all time. Get those air quotes again. Right, but okay, well, that's kind of going forward. We'll see how that plays out. But yeah, they stopped handing out checks now. But first of all, that was fiscal policy, not monetary policy. Well, the Fed monetized every single penny. The Fed monetized it, but they're behind it. That's right, and that is MMT. But those checks were not coming from the Fed expanding the base money supply. It was coming from Congress cutting checks from the Treasury. And you're right, it's got to be financed somewhere or another. That's correct. But that is real helicopter money. It's the central bankers who talk about helicopter money, but helicopter money is actually fiscal policy, not monetary policy. It's the Congress spending money, and they did to the tune of $3 trillion or more. But and they've stopped that. But where are we? We're in a recession. Right. The point is, it's like a junkie going off drugs. What happens next is not pretty. Right. So yeah, I agree that they're not handing out checks right now. The helicopter money's been turned off for the time being. That's correct. But we're in a recession, and it's going to get worse. So what does that suggest about where we're going? They're going to have to do this again. And maybe not for the rest of this year. I agree with that. But by early next year, I think we both see a worse recession. If the recession gets worse, leave alone a global financial crisis, and unemployment starts to go up, which I expect, businesses start shutting down, and Jay Powell does what we both expect, which is he's going to hold the line on inflation and make it even lower. If all that's true, then you might be back to helicopter money by early next year, although that begs. Encore une autre prédiction que Lord vient, pas vient, mais il fait depuis un long moment. Qu'est-ce que je vous dis? Que l'année prochaine, ils vont imprimer. Et qu'est-ce qu'il est en train de parler maintenant? Il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler argent, hélicoptère, etc. Il est en train de parler comme quoi la Fed n'aura pas le choix d'imprimer. Surtout que les choses vont s'empirer. La récession, donc plus de chômage, les entreprises qui vont fermer, plein de monde qui ne vont pas avoir de job, donc on doit imprimer. On doit donner de l'hélicoptère money, sans parler de monkeypox, sans parler de Covid et sans parler d'autres pandémies qui peuvent avoir lieu. Et qu'est-ce que lui, il prédit? D'après le scénario, si vraiment Jérôme Powell continue sur sa route de baisser l'inflation et continue avec les taux d'intérêt, etc., il pense, comme moi je pense d'après mon scénario, qu'ils vont imprimer en 2023. Oh my god, je suis trop content d'avoir vu cette vidéo parce que c'est des choses que je dis depuis longtemps. Oui, je suis personne, mais quand toi tu les dis, ça passe, ça rentre par là, ça sort par là. Mais quand eux ils les disent, tu dis damn, c'est real. Ben voilà, man. Encore une fois, pourquoi je vous dis que l'année prochaine ça va pomper et beaucoup de monde sont contre moi et disent non, ça va domper, ça va continuer à chuter jusqu'en 2024, blablabla. Moi, je pense fortement qu'ils vont imprimer comme ces gens-là. Ok? Voilà. Begs the question, and I hate talking politics, but you can't get very far in economics without talking politics. If the Republicans take the Congress, certainly the House and maybe the Senate, and so that as of next January 20th, you've got Kevin McCarthy, Speaker of the House, and Mitch McConnell, the Senate Majority Leader, and Biden is kind of a figurehead, and you got a bunch of people around him who think inflation's zero, which is what we saw today. Now where are you? Are the Republicans going to be, cheering on, handing out checks, as both parties were in early 2021,
looking ahead to the 2024 presidential election, do they want to bail out the Democrats? That's my point, Jim. I don't know the answer to that. That's why I say we may have a Yeah. several-year reprieve, and it's because of the political construct that I'm anticipating that we have at the beginning of next year. Right. That's a very big question, and we'll know more as we get forward. But the Republicans balk at bailing out the Democrats, and Jay Powell, 6 was going. By the way, Jay Powell, just for the record, is a Republican. He was a Republican appointee. Okay. I agree with Danielle. We had a conversation about this before today's event. Lawyers think differently. I mean, law school is best understood as a benign form of brainwashing. You don't come out the way you came in unless you quit. But this is why people hate lawyers, but it's why lawyers have good conversations with each other. Because Right. we're all in this... I was wondering how you're going to finish that sentence. I had to pause for a second. I have ethical obligations. But the lawyers do think a certain way about promise, and it has strengths and weaknesses. They can be a little bit... kind of over analytic, but lawyers are really good at listening to both sides. That's their strength. You got to be. If you're a defense lawyer, you better know what the prosecution's doing. If you're a prosecutor, you better know all the tricks of the defense. You got to put yourself in the other guy's head a little bit and figure out what they're going to do. And you got to be good at that. So, and economists are not. Economists are dogmatic. Economists are the least open to argument. They've got their models. Extremely rigid in their thinking. They went to MIT or Chicago or whatever. The legacy of Paul Samuelson screwing up John Maynard Keynes. None of that has changed. So they're the most dogmatic, least flexible, and they've been running the show, and Daniel's right about that. But now we have a lawyer in charge. And if he's getting the sense, we're starting to see this, that the PhDs have kind of run him over a cliff, he might hit the brakes just in time, get advice from other sources, and then pursue a more rational policy. But if the goal is by the way, I don't know what's so great about 2% inflation. 2% inflation cuts the value of the dollar in half in 35 years, okay? In another 35 years, it cuts it in half again. Right. So in a normal lifespan from birth to 70 years, let's say, your dollar has lost 75% of its value in a normal lifetime at 2%. Right. Forget 3, 4, 5. I mean, Or that's 8. Or 8. Yeah, 8. Yeah. Now you're talking 9 years to get it cut in half. So I don't know what's so great about 2, but 2 is the goal, and we're nowhere close to it. So the White House can cheer about going from 9, 8, 7, 6, but you're still a long way from 2. Yeah. Well, I want to talk a little bit about Main Street and how the Fed's actions are affecting everyday people, middle-class Americans. So we're raising interest rates in this environment. We understand that is likely to either exacerbate or lengthen the recession that we're already in. What other offshoots of the Fed's actions are affecting people watching this live stream today? So I don't think you can disaggregate monetary from fiscal for households in the current environment. Because many U.S. households spent way more than they could afford to spend because they felt like they were so flush with cash. There's money from heaven, or a helicopter. Right. So now that you've got the Fed raising interest rates, you've got, as William McChesney Martin would say, you've got the Fed taking the punch bowl away. Now households are feeling the backlash. They're feeling the after effects of having overextended themselves. And at the same time, in the background, you've got this recession that is deepening. So not only are food prices are rising at the fastest pace since 1979. So not only are you having trouble covering the cost of essentials, but you went way out on a limb with your budget in debt, buying more than you could afford. Lenders were happy to sell you whatever. And you didn't have to pay for so many things for so long. At a minimum, in the reddest of all red states, your rent was covered at a federal level for 19 months. So households changed their behavior for the first time, and that's hard to think, it's hard to conceive, right? Because we had the yuppies come around in the 1980s with the advent of the credit card. And that's what we used to think of as overextending yourself. Right. But giving away, the New Deal, I like to frame it this way. During the New Deal, the U.S. printed, if you will, 40.1% of GDP in the form of fiscal spending, fiscal debt. I mean, I think the Hoover Dam is still there. There's a few things to show for it. In the current episode, in a compressed time frame, we saw 43.2% of GDP go out basically to the people. And that's just a huge boost.
But now we're seeing the vestiges of that. And what's worse again is that inflation is as high as it is, and the recession is deepening, and we're starting to see things like car repossessions absolutely go bananas, haywire, through the roof, because people changed the way that they assumed that the government's money was going to keep flowing. And if you see the desperation on the part of the individuals in the Democratic Party who want to keep spending this money, it's because it's their own constituents that's getting hurt the most. Right. And yet the only thing that they've got left to stand on is student loans and the hope that the class action lawsuits that are ready to go, by the way. Yeah. The class action lawsuits are set in stone. Biden is hoping he can get to August the 31st and then call a reprieve or dismiss a certain percentage of it, which he knows will be that the Supreme Court will throw out and reverse. He's just hoping that he gets close enough to the election that it happens afterwards, that the Supreme Court can actually get to it. And that's why we've seen one extension after another on student. But that's the last thing that they've been able to help households with. And for a lot of households, it's not enough. Yeah. So we're starting to see a very delayed household default cycle come underway, and it's happening so fast. And that's, people say, you know, foreclosures, all of these things take a very long time to play out. Because we had such a fake generated recovery in economic growth, we're also seeing the backside of that play out much more quickly than we have in the aftermath of a 10-year expansion or a 12-year expansion that we've gotten used to because the Fed was able to elongate the business cycle. Yeah. That's not happening today. So Main Street is in a lot of pain right now. Yeah. You can't go on a website these days and not hear about a soft landing. So what are the chances? Okay, I think you just answered my question. So that's a no chance. Is it less than 1% chance that they can pull off a soft landing? Yes. Okay, all right. Correct. Okay, yeah. Well, that was the fastest answer we're going to have today, I think. Doug, I just had a footnote to Danielle's comments about the student loan market. Sure. I think it's a very big deal. And that number is about 1.6 trillion. It keeps going up, but it's around 1.6 trillion. And it's all been frozen, in other words. There's been not outright forgiveness in a small number of cases, but basically a grace period. You don't have to pay. But at some point that's going to end and you're going to have to start paying. And the Democrats, led by Elizabeth Warren and others, are hoping that Bernie Sanders, that they can have a massive forgiveness program before the grace period ends, right, or at least forgive every loan, $50,000 or less. There'll be bells and whistles on it, but basically massive forgiveness. But very few people understand the accounting for student loans. Now, either the Treasury is the lender, which it can be, or there is a private student loan market where a credit union or a bank or whatever is the lender, and the Treasury guarantees it. But either way, the Treasury is on the hook. They're either the direct lender or the guarantor. When they lend that money, that's not counted as an expense. That's not counted in the budget deficit because it's a loan, because you get an asset, you get a note, right? Yeah. It's only when the note defaults or the government forgives it, either one. It's only when that happens that flips from being an asset to an expense. In other words, it goes into the deficit. So if you have even a $1 trillion loan forgiveness program early next year, let's say, and that's what the Democrats are aiming for, that's $1 trillion added to the deficit. On top of a $1 trillion baseline deficit, $1 trillion of whatever this Build Back Better, Green New Scam thing is, and then who knows, monkeypox, I don't know. They keep piling on, right. And Daniel's right. The fiscal monetary policy integration is tight at this point, but that is modern monetary theory. That's what modern monetary theory says: take the Treasury and the Fed, merge them, and do whatever you want. Yeah. So you could be looking at a deficit debt tsunami of $1 trillion or more, hitting the deficit, hitting the books. In other words, right now it's off the books because a guarantee is not. A guarantee is off the books, or a loan is an asset. Right. But if you forgive it, it goes right into the deficit. So that's another $1 trillion on top of everything we're talking about. And that, I think, if I read correctly, I think that would be the largest one line item increase, I think, since the 30s. And that's where, this is where the legality of Congress, and this is where the Supreme Court, and this is where you're being a lawyer comes in really handy. The question becomes one of, what about the next marginal borrower? Mm-hmm. How are they legally treated
in an environment in which the loan is just of the previous borrowers has just been forgiven. And I think that's going to be part of the basis of the cases that are taken to the Supreme Court. Right, and where did all the student loan money go? The student borrower is like a human ATM. The way it works is that you get a huge tuition bill, you can't pay it. It's okay, here's a little scholarship, work study, and take a big student loan. Treasury lends the money. They write the check to the school. They don't get to keep the money. Right. That goes to the school. So what have the schools done? Have they increased education? No. I mean, by every metric, it's going down across the board. They add faculty. They add administrators. Diversity. Czars, et cetera. Fatten salaries, fatten bonuses, et cetera. In other words, all the increase in the student loan market has been to increase the expenditures in the universities themselves without accountability. And by the way, there's jobs that today, it wasn't true in my day, but today they're heavily unionized. So it's a subsidy to academic, union members and academic gowns, to put it that way. Well, okay, that's pretty bad. Meanwhile, the student is getting a poor education, owes a lot of money. They're just pawns in this wealth transfer from the Treasury to the universities. Yeah. They've been better off just doing HVAC. Yeah. Right. So now, just put that in reverse, and it may or may not go into reverse, but if you actually forgive all the student loans and blow up the student loan market, then they're not going to be able to pay these outrageous tuition costs, and the universities are going to have to stop inflating their costs. So what's that going to mean? Layoffs, expenditure cuts, et cetera. Universities are kind of big, big financial drivers, not as big as. Yeah. We're already seeing consolidation in the private university market. Right, it's like private equity guys going around and buying up little companies. The universities are merging and all that. But that's just, okay, it's not as big as the auto industry or a lot of other drivers, but it's a big part of the economy that is going to be constrained and reduced, in addition to the budget deficit increase from the forgiveness of the student loans. So this, Elizabeth Warren acts like this is just like free money, we're doing you a favor, get your votes. Yeah, but you're going to put $1 trillion hole in the deficit and cause a substantial reduction in the university sector. Well, the joke we were talking about prior to going live here today was this $700 billion Inflation Reduction Act, which, you got to give them credit for coming up with the name of these things. Marketing, it's pretty much the opposite of what this thing's going to do, right? It has $300 billion in spending for ESG and climate change initiatives. Is there any way this bill won't make inflation worse? Said another way, is this going to help Main Street America with the inflation problem? No. Yeah. I don't think there's any. Government conceived spending programs are by definition non-productive in nature. They as bad as productivity is in America, they actually make it worse. And we've just come through the worst 2 quarters since 1947 in the first half of this year. So you've never seen the hand of a bureaucrat touch anything that was economically beneficial, especially to anybody on Main Street. Yeah. Well, let's dig into the fine print a little bit. I agree with Danielle, it's not going to help, but it also, where are you spending the money? You want more wind turbines? Well, are you buying the wind turbines from China? You want more solar panels for the Green New Scam? Are you buying your panels from China? So this is the first round of questions. Where's the money actually going? But they actually got back to something like trying to pay for it. Put the air quotes again, pay for it. So because they suspended all that, all those rules about paying for your expenditures were suspended during COVID, and the Trump and the Biden helicopter money, it didn't apply. But they're kind of getting back to that. So what are they in Washington? They call taxing share buybacks. Well, yeah. That's not friendly for the stock market. Well, right. So what's been propping the stock market up for the last 10 years? Earnings. Okay, earnings a little bit. Multiples, definitely, and that's the definition of a bubble. But a lot of it is stock buybacks. When a company has $1 trillion in cash, and Apple does have $1 trillion in cash, and there's 2 others that are close to that, or even if you had $100 billion in cash, okay, that's used to be a lot of money. Historically, what capitalism did was that you would invest in your own company, you would expand, you would grow. You might buy another company, you might hire more people, put a lot of money into R&D,
look to the future and keep kind of growing your company. Organically, we have to dust the word off. Grow Correct. organically. Right. You go back to Standard Oil or General Electric or any of those companies at the early part of the 20th century. That's what they did. RCA, and then then Intel, and then more newer technology companies came along. What they're doing now is they're giving the money back to stockholders. They don't want to pay dividends because that's disadvantageous from a tax point of view, but they're doing stock buybacks. So any holder who held for more than a year gets a long-term capital gain, which is taxed at 20% instead of 35%. Right. So a couple things happen. Number one, when you do a stock buyback, you prop up your stock price. Well, that's good for the CEO who's got stock options, and the holders get capital gains, which is the best kind of taxation you can get, short of zero. And then you have a choice. You don't necessarily have to take the offer. If it's a repurchase offer, you can just be a holder. That has been a major prop under the stock market. It puts a floor under prices, and it's part of the buy the dips mentality because holders say, okay, the stock market, we had a 30% drawdown in March 2020. We had a even larger drawdown in 2008. We had a 20% drawdown between October 1st and Christmas Eve 2018. So it's not like we haven't seen these dips, but and people sell or whatever. But a lot of people say, well, if it gets low enough, the company, the CEO is going to order a stock buyback, and they're going to put a floor under it, and then it's going to rally again. And that has been true. That has actually happened. Well, now you put a heavy tax on stock buybacks. You just pulled out one of the legs of the table. Right. You pulled out one of the props of the stock market. Right. And the way they do pay-fors, the way they do the calculations in the Congressional Budget Office, they assume you can add the tax or add the new provision. Everything else is the same. They're not behavioralists. Otherwise, they don't say, well, yeah, but if you do that, maybe people won't buy stocks, or Right. maybe people will sell now, get out while they're getting this good. So they never consider all those. Maybe they'll be taxing a smaller base of share buybacks than what Correct. they're assuming. Yeah, It's not ceteris paribus. Yeah, exactly. You stop doing the buybacks. Okay, okay. So now the revenue goes to zero because we're not doing it anymore, and we took a prop out from under the stock market. So this is awful news for stockholders. Yeah. But what we're talking about is only a couple of days old. Right. This language wasn't even in the late version of the bill. It wasn't until Kirsten Sinema of Arizona said, after Joe Manchin was bought out or whatever, she became It's the just holdout. one pipeline in West Virginia, Jim. Well, they're going to expand it, but she became the holdout, and then she had objections to meet her objections. They had to give them the stock buyback tax because she didn't want to close the private equity loophole where private equity people get capital gains on. Well, they're good contributors to her campaign. They sure are. Yeah. But the point being, the ink is barely dry on this, and Wall Street never reads the fine print because they just want to sell you stuff. So this is going to be awful for stocks on top of everything else. And to Danielle's point, it either if it does help with inflation, and I'm not saying it will, but if it does, it'll only be because we've driven ourselves into a new depression. Right. Okay. Danielle, a Is couple this minutes. uplifting for you yet? Yeah, this is all great news. This is all fantastic. I definitely feel smarter when I talk to you, but I don't feel better about our prospects as a country. We were talking a couple nights ago at dinner, and there was something that you brought up that I think is really important for everyone watching here because 2008 happened, and there were a lot of breadcrumbs that people followed leading up to 2008. There were only a handful of them that identified this big event happening, and then it happened. And everyone seemed caught off guard except for a couple dozen people, so yourself included. We're talking about something that is relevant to today's discussion. Can you explain what we talked about? So back in 2008, there was this phenomena called jingle mail. And I remember that. when you were studying the mortgages that were underwritten at the time, you're like, well, gee, that's 125% loan to value. And they're upside down the minute they sign the mortgage. And why would they ever keep paying a mortgage like that if home prices were to even have a hiccup? Well, lo and behold, you had jingle mail. So people mailed their keys back to the lender and walked away from their homes. We had more than 10 million foreclosures occur in the United States. Right. What didn't happen back then, because people actually needed the car that they had to drive back and forth in, and they felt the value was there, was we didn't see the car market lead the housing market. It was the other way around. Fast forward to today,
And home equity is quite high in the United States. Mortgage lending standards up until recently were tight enough that you actually had to qualify to buy a home. I know it's a foreign concept. And people are not willing to walk away from their homes. And you've got multiple generations underneath one roof. Right. But what lenders were instructed to do when the first stimulus check was cut was substitute for income verification, if you will. Well, did this XYZ borrower, did they receive a stimulus check? Well, if you can answer that, yes, most who could fog a mirror had. Substitute that for their income verification, sell them the car. And by the way, don't collect a payment for a while. This is a global pandemic. Be polite. So push pause on that. Here we are today where the rental eviction moratorium has come off. So that is your biggest form of stimulus to, by far, it blew away any one-time $1,400 check. Was Not having to pay rent. Not having to pay rent was, you know, I think the average rent when the CARES Act was passed was $1,865 a month. So that's gone away. And you bought a car, by the way, that was really overvalued. I mean, really overvalued. You had this massive exodus to the exurbs. So mom and pop had been planning on moving into the city and becoming urban and hip and being closer to the hospitals, and 70 was the new 50, and we're going to go be hip with with new hips. At the same time, you had an entire generation that was planning on staying in the cities, and all at once you have this just exodus to the exurbs. And in order to get to the exurbs, you've got to buy a house. And the bidding wars happened almost overnight, and you got to get to the exurbs into something. You can't hitchhike, so you bought a car. And so the scarcity of cars overnight was something which we've never seen. And this was in the middle of a supply chain complete demolishment. So you couldn't get the semiconductors that you needed to produce the new cars. So your used car market became the most bubblish of all times. The biggest contributor, it's got a 4.5% weight in the consumer price index. But the biggest contributor to inflation has been used car prices for a very long time. This morning it was a negative print year over year. Meaning it actually... Meaning used car prices fell in the month of July. Okay. They're still up 7+% year over year, but we've started to see real cracks in the edifice because of this repo madness that's going on that is very uncovered in the media. Yeah. And there's one estimate I was reading from somebody from a repossession association. Such things exist. I've learned a lot, but there's an estimated 15,000 vehicles being repossessed every single day in America on average. I mean, just magnificent numbers. Again, households overextended themselves. But what the banks are doing right now is glossing it over. I mean, who wants to take a loss? How inconvenient. It's a $1.4 trillion market with cars that have 140% loan to values, just like we saw back in the subprime bubble. And in order to compensate and not have to recognize these losses, the banks, if they don't get what they need, let's say they've got to cover $30,000 for a loan of a car that's been repossessed, it goes off to auction and it only gets $25,000. The bank says, no, we don't want that $25,000. Let's put it back on the repo lot and we'll wait for the next week and the next auction with the hopes that, hope's not a strategy, that car prices are going to rise. Yeah, they might regret that. While repossessions continue to build. I think at dinner last night I said it's like the pig and the python's gaining weight. Right, yeah. And that's kind of what we have right now. Good luck to the python. Good luck to the python. But wait until one day when you go tap, tap, tap goes the regulator and says to the bank, what are you doing sitting on all these bad loans? Right. And it just takes the first person to blink and say, liquidate. And that's when you see this, it's not just this polite -1% month over month change in used car prices. That's when you see the used car price bubble burst. And that's and by the way, there's a narrative that will burst underneath it as well. So we'll get to that. Who says liquidate? The regulator says to the banks, you need to get these loans off your books. So you need to sell those cars and take whatever loss. At whatever price you need to sell those cars, you need to get them off your books. And once one bank does it, the accountants will make everyone else do it. Of course. The accounting firms at Citi and JP Morgan are not going to say do nothing. If Wells Fargo is liquidating, they have to liquidate too. Because the accountants will make them do it. And what's the impact on the financial firms that are sitting on all these bad loans? I mean, how bad could it be? It's hard to say. I was joking that Pets.com died
And, you know, but that doesn't mean that we don't have Chewy.com today. Right. So Right. there will be disruption in the way that cars are purchased, and thank heavens, because who likes to buy a car 3 years ago and how it was done, and you go and you haggle on the car lot and all that. But I think a lot of these disruptive firms will simply go away. Okay. Doug, you mentioned kind of breadcrumbs or a way to follow a trail in 2008 leading up to September 15th, 2008, the Lehman Brothers bankruptcy. I would say the trail's a lot longer than that. I mean, you're right, but the system scale is so large. You have avalanches, but they don't happen in minutes. They happen over years. And I would use I'll give you two examples. One, the Russia long-term capital financial crisis, which reached the acute stage in August and September 1998, took us to the brink of every global market closing down. Everyone, starting in Tokyo, going around the world, at least temporarily. That started in June 1997 in Thailand, when Thai devalued, there was a capital flood out, the market collapsed, and then contagion kicked in. It works, the math of contagion is exactly like a virus. You survive or infected or you die, and it went to Indonesia, it went to Malaysia, then it went to South Korea by September of 97, and the old expression, the best time to buy is when there's blood in the streets. Well, sadly, there was real blood in the streets in South Korea. People were killed in riots. And then it calmed down a little bit, and then it came back with Russia beginning the spring of 1998, and then Russia defaulted on I think August 10th or August 12th, 1998, and everyone was waiting for Brazil. Like the dominoes were falling, Thailand, Indonesia, Malaysia, South Korea, Russia, and everyone said Brazil's next. Turned out to be a hedge fund in Greenwich, Connecticut, where I happen to be. But that's systemic risk. Yeah, Right, but the point is that took over a year to play out. Now go back to the 2008 global financial crisis. That first of all, the first warning sign was in the spring of 2007 when HSBC reported their first quarter earnings and said, mortgage write-offs are getting a little high here. And that's where a real insider, somebody who could tear that apart, like a Michael Berry and some others, knew what was coming next. But most people, bad quarter, life goes on. By March, it was becoming acute. That's when Ben Bernanke famously said, this will blow over. Yeah, we see it, but we got this, And the carry trade was collapsing in the background. Correct. Well, this is the point about what's going on behind the curtain in terms of the plumbing of the financial system. So then along comes, by the way, this is the 15th anniversary within a day, August 9th, 2007. That was when almost within 24 hours, Societe Credit closed, Societe Agricole shut down two of their money market funds. They suspended redemptions in the money market funds. And that's when, Kramer did his famous rant on CNBC, talking about the fact they know nothing. And he's not my financial advisor, but he got that one right. And good acting as well. So the warning was there. Also, two Bear Stearns mortgage-backed hedge funds collapsed also. So there was plenty of warning by the late summer of 2007. But then you remember Hank Paulson comes out in September of 2007 with the Super Civ. There was a structured investment vehicle, and the idea there was that Citibank and B of A and Wells Fargo and all these guys had all this unsecured credit, the commercial paper market and consumer credit, basically, the kind of thing Danielle was talking about in the used car loan business. And he was going to set up this, what they call the Super Civ. He was going to scoop up all these assets, put them in a government-sponsored organization with government-guaranteed financing, not unlike what happened to the Resolution Trust Corporation in 1990-91 when they cleaned up the S&L crisis of the 80s, or the Reconstruction Finance Corporation under Herbert Hoover, going back to the Great Depression. It was like one of these good bank, bad bank structures. By the way, it never happened, by the way. Sure, they never did the Super Civ. But the fact that he did it gave the stock market confidence. The stock market peaked in October of 2007, 4 months after the warning sign. The sirens are flat, they're screaming, the lights are flashing red, and the market still peaks 4 months later. And then along comes Bear Stearns in March of 2008. Then Fannie and Freddie go bust in June, July 2008. And then the Congress bails out Fannie and Freddie by basically nationalizing them and guaranteeing all the debt in August of 2008. All of this is pre-Lehman. Right. Okay, this is playing out over a year. Yeah. And I'm on a call. I was on the McCain campaign economic advisory team. Had a cup of coffee there. I'm on this call, and they're all high-fiving. They're top economic advisors and John Taylor and others.
They said, hey, the financial crisis is over. This is what they said on the call. The financial crisis is over. We bailed out Fannie and Freddie. Now we can get back to talking about Iraq, because McCain wanted to run on the Iraq war. And so good. This is great news for us. Crisis is over. Talk about Iraq. Win the campaign. And I said, excuse me, I said, this crisis is not over. These are dominoes falling. I promise you, you will not make it to election day without this getting much worse, an acute financial crisis coming. I didn't say, you know, we all knew Lehman. I mean, Lehman was always the weakest link in the chain going back to 1998. And they didn't participate in the LTCM bailout. No tears were shed when Lehman went down in September, but because people remembered, you know, what had happened. But the point is, I didn't have to. I said, you're not going to make it to November without this crisis. I was more or less laughed off the call, not invited back. I was like, okay, fine. But my point is, plenty of, not just breadcrumbs, whole loaves of bread all over the place. You can see it coming. Well, here we are today, and it kind of gets back to what I was saying earlier. You know, Janet Yellen telling us a recession is not a recession. Thank you, Ms. Labor Economist, statistics geek, who doesn't know anything about economics. And, you know, the White House saying the same thing. And yeah, okay, stock market's up today. You know, it got off to a really good start this morning. Inflation's down a little bit. You know, we'll see where that goes. But the point is, there are plenty of breadcrumbs there in labor force participation, productivity, inflation continuing, used car repos. Jobless claims are way up. Yeah, exactly. There's a long list of things that said this is going to get a lot worse. So I would say, if you want to say this started in the fall of 2021 when inflation took off, it might take until late 2022, early 2023 for this to come crashing down. But people cannot say they were not warned. Right. Well, I think that's really important, because myself included in this critique is we hear all these bad news, we expect things to play out quickly, in real time. We're impatient, right? And so to hear those two scenarios, 2008 and 97, 98, and how long it took for that event where it was obvious to everybody, can be a very long time. So I'm sure your readers would really appreciate that. Now we have, I just got to note, we have 20 minutes left for questions. There are a dozen things I want to cover, which we're not going to get to. But I do want to talk to you both about central bank digital currencies. And I'd like to start with you. You, obviously, Fed advisor. What is the advantage for a central bank digital currency for a Federal Reserve Bank, for example? Well, there really is no advantage at all if you have an inclination to remain independent, as the 1913 Federal Reserve Act dictates. You effectively create a mechanism through which to deliver universal basic income. You have created a mechanism through which to, in a very CCP Chinese type of way, control how people spend money, when people spend money. If people try and save money, you can do it. You can take a haircut off of that. So this is the antithesis of something that is beneficial for a Federal Reserve and for its for its independence. There's good reason that it's Maxine Waters of all people who's been on the floor of Congress saying we've got to get behind a CBDC immediately. It's a progressive's biggest dream come true. And it is, again, everything's about transmission mechanism, everything. And with a central bank digital currency, you have the ability to basically do a leveraged buyout of the Federal Reserve and just have it become basically a teller at a bank and do your bidding and just be a mechanism through which to transmit monies from the Treasury to the people. So if the mechanism is, if under a CBDC, I would have an account at the Fed, a bank account at the Fed where I would put my money, and if I did something that the Fed didn't like, or I didn't pay my taxes or some event, they could just cut that money right out of the bank. Just like a government worker's like a tax pays can be garnished. Or a negative interest rates, for example. If negative interest rates and money just starts coming out of my account. Ken Rogoff has written extensively on this subject, on the subject of how to impose negative interest rate policy. And one of the mechanisms to use is an account at the Federal Reserve, because you have to have a means by which to control your population, which sounds really American. The central bank digital currency goes hand in hand with the cashless society. And you're right about Ken Rogoff, he's the thought leader here, but
Ken Rogoff and others, Ken Rogoff, Harvard professor, they want to get rid of cash. But they know that if you try to do that, they want negative interest rates, they want all the kinds of controls. But if you do that, people just go to the bank and say, give me all my cash, they'll bury it in the backyard or stick it under a mattress. Number one selling household good in Tokyo after they imposed negative interest rates? Right. Home safes. Home safes, exactly, yeah. Well, it didn't do Trump much good the other day, but so you basically take your money out of the bank, which is easier said than done. By the way, people go, I got money in the bank, I can take it out. Try it. Try walking up to a teller and saying, I'd like $100,000 in $100 bills. It weighs 22 pounds, fits in a suitcase or a briefcase. They'll tell you. You know that it weighs 22 pounds? Yeah. Okay. We won't ask. Well, no. The answer is that every dollar bill weighs 1 gram. So if it's 22 pounds is 10 kilos. I had to know. And it's based on so it is. Please don't put kilos in why there. we're using the metric system for dollar bills? That's another. Let's get into that. But a dollar bill was a gram, so it adds up. There's 22 pounds for $1 million in $100 bills. They'll tell you to come back. We don't have that. Come back in a week. Bring your birth certificate, 5 witnesses, your passport, all the documentation you've ever had in your life, and we'll think about it. By the way, we'll try to talk you out of it. In the meantime, even if you get the money, they'll file what's called a CTR, Currency Transaction Report, with the Financial Crimes Enforcement Network in, I can't say where it is, but people can figure it out. Notice the word crimes, in FinCEN, the C stands for crime. You'll go into a file right next to Osama bin Laden or Ayman al-Zawahiri, and good luck with the 87,000 IRS agents who are like, what's the guy doing with all the cash? Right. Totally legitimate, by the way. You're doing an honest thing, not breaking any laws, but that's what will happen. So if you want to basically be able to take money out of people's accounts, freeze their accounts, negative interest rates, what about withholding taxes and bank accounts? Every day employee, you get your paycheck, it's net of withholding. They give you a little W-2 statement at the end of the year, you file your tax return. Well, what if they say, that's cool. Why don't we just, hey, all you doctors, lawyers, consultants, advisors, et cetera, who work as independent contractors, what about you? Well, we'll just take it out of your accounts. Right. And it gets worse from there because this is the ultimate surveillance tool. And it's, we're under surveillance anyway. You got a GPS or Easy Pass, closed circuit TV. Smartphone. Facial recognition software. They even have software that recognizes how you walk. So if you're wearing like one of those COVID masks, it doesn't matter. They look at your hip action or leg action or whatever. So we're under constant surveillance anyway. But take it a step further. So how does it work right now? I have a credit card. I go buy a book, let's say. The retailer gives me the book. He takes that receivable and sells it to what's called a merchant acquirer, who bundle a whole bunch of receivables. They're like factors, in other words. They then deliver those to MasterCard or Visa. MasterCard pays them. MasterCard or Visa then sends it back to the issuing banks, and then the banks bill the customer, and I get a bill, and I pay my bill. But you've got 5 parties in the transaction. You got the consumer, the retailer, the merchant acquirer, MasterCard, and the bank. And fees are like 3%. That's a pretty funky, clunky, inefficient system. You could streamline that. You could just say, we all have an account at the Fed, and although of course that disintermediates the banking system. That's another. They probably won't go that far because they want to do a favor for the banks. But the point is, that's the argument for it, which is that it streamlines it, makes it faster, more efficient, and cheaper. And you bank the unbanked. Correct, because it's all under cell phone. But the other side of the coin is the ultimate surveillance tool. So let's say I buy a book that says, I love Trump, or I love Ron DeSantis, or whatever. You're on the wrong side. I give a campaign contribution to Elise Stefanik, who's a rising leader in the Republican House. Or I make a contribution to a think tank that's very libertarian, et cetera. All of a sudden, you're on an enemies list. And then one of these 87,000 IRS agents knocks on your door. This is total surveillance. This is a fascist state. You cannot implement it if there's a lot of cash around, because you still use cash, but you can implement it with a digital currency. And this is the hidden agenda, but they got to do 2 things. One, roll out the CBDC, which they're doing, and get rid of cash. Those 2 things will go hand in hand. But we will end up worse than Communist China. In Communist China, if you're on the bad list, you can't, it's a social credit score. You can't buy a plane ticket. You can't buy a train ticket. You can't pay for your kid to go to a good school.
because you're on the blacklist naughty list, because yeah. you did something on social media that said Xi Jinping looks like Winnie the Pooh, which he does. But that's We're recording this, But that's well, I say this on Twitter, so that's okay. But that's what we're getting to. That's the dark side of central bank digital currencies. But it's the real side. It's the real hidden agenda. And that's why every single time Jay Powell is prompted in front of Congress, the Republican Jay Powell says, "We'll get back to you. Yeah. We're studying that. We're taking commentary. We'll get back to you." And he's been hitting. He's just been giving them the Heisman very politely. Yeah. Chevy Chase, Yeah. very nicely brought up. But he is pushing back on this because he knows exactly what it is, and he does not want to cross that Rubicon to negative interest rates either. I think you could see dissent going forward on Jay Powell's Fed if he follows through with his quiet threat to not address CBDC. So, by the way, there is one way around all this. We identify problems, but we also look for solutions. Good. Which is physical gold bullion, coins and bars. Gold is, it's non-digital. It's completely fungible. Melt it down, recast it. There's no DNA in gold. You can't trace it. Don't tell me you know where it came from because it's it's an element, atomic number 79. So basically, I'm not a gold dealer, but I'm just saying if they get rid of cash and digitize everything, put you under total surveillance, and you want to preserve wealth, have money, be able to gauge your transactions, physical gold will be one way to do that. That's completely non-digital. Yeah, and I know you put together a whole slew of solutions for your readers for strategic intelligence as well. Well, I don't know how much time we have left. It's probably around 10 minutes. Okay, so we're here in Bretton Woods. It would be a massive faux pas on my part if I didn't ask you this following question, because when the Bretton Woods Agreement was signed in 1944, one of the big pieces of that agreement was that the dollar was going to be the world reserve currency. And there's a lot of stuff going on in the world today where, for example, Russia's asking for rubles, for you to pay in rubles if you want to buy their oil and gas. And so what are the chances, and I want to direct this to you first, Jim, what are the chances that 10, 15 years down the road, the dollar is no longer the world reserve currency, and what does that mean to people watching today? Right. We are moving down that path. I always tell listeners or subscribers, it's important to distinguish between a payment currency and a reserve currency. Okay. The dollar dominates both realms, but it's much easier to replace the dollar as a payment currency. If you have enough parties that agree, you can use baseball cards or bottle caps if you want to. Which is what Russia's doing right now. That's a payment currency in that scenario. Correct. Yeah. That is already going on. Those talks are fairly advanced. There's the BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, but it's now morphed into the BRICS Plus. They've invited Iran, Turkey, Argentina, Brazil, and other countries to join that group. There's something called the Shanghai Cooperation Organization, led by China and Russia with some Central Asian states. And there's a third group called the Eurasian Economic Union. It was sort of Russia's answer to the EU, but that involves Belarus, some Eastern European countries, Russia, and some Central Asian republics. So those three organizations, all multilateral, and you say, they're just emerging economies, who cares? No, we're talking about half the population of the planet, more than half of the global GDP, and major oil exporters and natural resource producers, strategic metals, agriculture. This is a big deal. They are already working on these channels. They're actually doing exactly what John Maynard Keynes wanted to do here at Bretton Woods in 1944. They're talking about nobody wants the ruble as a payment currency or the Chinese yuan. That's not going to happen. Right. But they could invent a totally new currency. Call it whatever you want. I mean, John Maynard Keynes did. He called it the Bancor. Backed by, at first he said a commodity basket. So much oil, so much wheat, so much gold, etc. And then he said, but oil's not really fungible. There's 70 kinds of oil based on viscosity and sulfur and all that, and wheat, it spoils and whatever. So let's just go to gold to simplify it. So a lot of times you end up with gold, not because it's shiny and pretty, but because it actually works. Mm-hmm. We're going down that path. In the meantime, China's talking to Saudi Arabia about selling or buying oil for Chinese yuan. Russia's talking to India about they don't want Indian rupees. I mean, how much curry do you want to buy? But they're talking about accepting the UAE dinar, which is coming along. Dubai is a major financial center, transshipment center, and if you have dinar, you can use them for something. And India's got a lot of dinar because there's so many Indians in the UAE who are sending remittances, and then other transactions going on. So this is all happening.
So then the question, where does it go from here? I was in a meeting once at the Pentagon, and I was 2 seats away from a guy named David Dollar, who was the Assistant Secretary of the Treasury at the time, but he was in charge of federal finance. Interesting last name. I was going to say Yeah, that. perfect. David Yeah. Dollar, he's Yeah. a real guy, he's out there. And I told him, or exactly what I just told you and told our audience. I mean, I've been saying this for a while. And he slams both hands on the table like that, and he goes, the dollar has been the global reserve currency, the dollar is the global reserve currency today, and the dollar will always be the global reserve currency. I said, David, I feel like I'm in Whitehall in 1913 listening to John Bull tell me about how sterling will rule the world forever. Right. And the answer is these things do come and go, Right. but I think we're pretty far down that path. So as a payment currency, I think we're going to see a lot of substitutes very quickly. As a reserve currency, it will take longer because you don't pile up $100 bills in the basement. You need an asset, and that's Right. treasury bills and Right. notes. We haven't found a good substitute asset. Rule of law is a big factor. Got it. But we're moving that way. Okay. So we have a couple of things that are happening. One seems more longer term, like world reserve currency status, payment status, and the threats that offers. But also we have this, wherever the breadcrumbs lead us here over the next 6 months or so. So what asset classes are you looking at, or do you suggest people consider for their portfolios in this environment? And this can go to both of you. You can both have different answers, but I'll start with you. Like, you mentioned gold already as a store of wealth and something that could be used in payments. What other things should people consider in this type of environment? Well, I would Google how to invest in farmland, and if there is a deep economic recession, I think we've certainly learned that farmland can be something that you can fall back on, and is very global in nature in terms of its ability to protect the investor. Right now, I think a lot of people are rightly still in cash and have more cash on hand than they've had in the past. And I would also add something very boring, and that would be municipal bonds, because for every Illinois or New Jersey or Kentucky that's out there, there's a very well-run state with a fully funded or close to being fully funded pension that's going to be money good, especially on an after-tax basis in an environment in which your taxes may go up. So those are kind of where I would focus. I'm going to add one thing really quickly. Of course. So the other reason I think Jay Powell is around and may stay around is the central clearing of treasuries. And if he accomplishes that, then he buys more time in which the sanctity of the treasury bill is and remains the risk-free asset worldwide. Okay. And it also circumvents progressives. But I would highly recommend to whoever's watching to Google Group of 30, Timothy Geithner, Central Clearing of Treasuries, and read up on it, because it's a pathway I think that we're going to pursue because Jay Powell is at the head of the Fed. Yeah, I agree with that, but the irony may be Powell achieves central clearing of treasuries at the same time when the Treasury loses its, people lose confidence in the treasuries. Yeah. But yeah, this It's a foot race. Yeah, exactly. Good point. It's a foot Good race. point. So do you have anything to add to the portfolio? Yeah, just briefly. allocation? I mean, look, if I say we're absolutely going to have inflation, it's here to stay. It would be easy to structure a portfolio. You'd have farmland, residential real estate, not so much commercial real estate. You'd have a slice of gold, 10%. I don't say half or whatever, that's way too much. 10% gold, and other inflation protected assets, natural resources. You buy energy stocks because they're beaten down, the price of energy is going to go up. If I say we're absolutely going to have deflation, forget inflation, deflation, here it comes, it would also be easy. You'd buy treasury notes, you'd have cash, because the value of cash actually goes up in recession, could be your best performing asset. And there are other assets you would have that protect you against deflation. Okay. The difficulty is we could have both in really close sequence. We've got inflation now, absolutely, but if the recession is as bad as I suggest, if we get into a global financial crisis, and if Powell stays on track too long, and the Fed does have a track record of going too far, you could flip to deflation. So how do you have a portfolio that's robust to both? And the answer is diversification. So have all those things: slice of gold, slice of cash, slice of real estate, some treasury notes for the deflationary world where rates come down in a recession, and have some stocks. I'm not anti-stocks, but I'd keep that in the 10-15% category. I run into people with 80% in stocks or more, and they go, Jim, how do you sleep at night owning gold? I say, how do you sleep at night with 80% in stocks? Yeah. But the answer is real diversification, and 50 stocks in 10 sectors is not diversification, Right. because you have one asset class. Yep. They're all going to go down together. Right. Yeah. And just make sure you've got
free cash flow, strong free cash flow, and not companies that buy back their shares, but companies that actually pay their dividend, and that dividend is not at risk. Okay, well, that's good advice. Well, we have a few minutes left here, so I want to ask you both. Either of you have any final words that you want to say to the group and to wrap up here? So, I'm the biggest Fed critic out there. It's, an insider's take on why the Federal Reserve is bad. Bah revoilà les gars, je suis back. Salut à vous les gars. Bah écoutez, c'était merveilleux comme vidéo. Hein. Bah encore une fois, je vais le dire et je vais le répéter parce que je suis fier de moi. Et c'est des choses que c'est pas tout le monde qui prédit les choses bien comme il faut, précisément comme moi. Et je suis content. Encore une fois, Lord is back. Et quand il est back pour de bon, tu vois. Parce qu'il est back avec du vrai. Aucun YouTuber fait ce que je fais. Hands down, je le dis, je le répète. Pense ce que tu veux, whatever. Aucun YouTuber fait ce que je fais. That's it. Surtout les prédictions, surtout les scénarios que j'ai mis sur la table depuis des mois et des mois et des mois. Donc, tout ce que j'ai dit, surtout sur des grosses industries, sans parler de ce que j'ai partagé en 2021, 2022 encore, je fais mes preuves. Donc, 2023, attendez-vous à quelque chose de plus cool, d'après ces gens-là, d'après moi. Et quand je parle, tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. That's it, that's all. Ok? Je le dis, je le répète. Quand je parle, tu fermes ta gueule et tu écoutes. Aussi simple que ça. Ok? Et si vous allez dans d'autres streams et tu vois plein de monde parler de oh ouais, l'immobilier, tananana, vous allez toujours vous rappeler que c'est Lord. Ça commence avec Lord. Lord a sonné l'alarme avant tout le monde. Ok? Les gars, je vous souhaite un merveilleux week-end. Prenez soin de vous. Il reste combien de personnes? 36 personnes sur YouTube et 4 ou 5 personnes sur Twitch. Les gars, merci à vous tous. Je vous souhaite un merveilleux week-end. On a fini la semaine ensemble. C'est merveilleux. 5 streams du lundi au vendredi. Incroyable. Merci pour les gens qui sont venus à chaque soir. Merci pour les gens qui sont restés là jusqu'à la fin, minuit chez vous. One love la famille, merci pour votre support. Qu'est-ce que tu viens de faire toi? Oh, excusez-moi. Donc merci pour votre support les gars. Et je vous vois lundi, ok? 21h, heure française sur YouTube et Twitch. Venez sur le Discord, je vous dis, je vous le répète, parce que toutes ces choses-là ont été prédites depuis très longtemps sur le Discord. Venez dans le Discord et bien sûr, si vous avez besoin d'un decent wallet, un cold wallet, cliquez sur mon lien, c'est une façon de me supporter et tu économises $30. Ok la famille, ciao ciao, prenez soin de vous, one love.